avec nous. Les chéris, c'est la tribu de... Bon, les gars, là, il y a un renouveau là, au niveau de la... J'ai un peu mal à la gorge. Mais ça ne m'empêchera pas d'être parmi vous. Alors, je peux vous dire. Bravo. Avant tout, le public, avant tout. Non, mais alors, parce qu'il y a des mecs qui me disent, ouais, Cyril, t'es malade. Je suis pas malade. C'est pas parce qu'on a un petit peu mal à la gorge qu'on va mourir. Regardez, je préfère avoir mal à la gorge que d'avoir cette tenue. Ouais, franchement, bah oui. À choisir, je prends ça. Ah, regardez les équipes comme elles sont gentilles. Regardez, non mais regardez les équipes. Non, mais, Au petit soin. franchement, non mais au petit soin. Au petit soin. En 14 ans, vous avez jamais raté une seule émission pour maladie. Bah, est-ce que Pas je la une rate seule fois. Est-ce que je la rate là Non, mais c'est incroyable. Non mais je suis pas malade, faut arrêter les mecs. Non, mais- Pas parce qu'on a un petit peu mal à la gorge, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein. Eh oui. Et quand je dis la grosse, je parle de moi, bien entendu. Bon, merci d'être là, je suis très content. Vous savez que juste après, spectacle de Paul Mirabel. Eh oui, inédit, sur C8, Zèbre, merci. Isabelle Morini-Bosse, comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Ça se voit. J'ai assisté à un sauvetage tout à l'heure. Oui, exact, l'opération. Cathy a dû Il y a eu une découper opération. la botte de Polska qui s'était coincée dans son ongle. Non, c'est pas vrai. J'ai dû dormir avec la botte. Elle a dormi Quoi avec sa... C'est authentique. J'ai dormi avec mes bottes. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. Ah oui, je me suis vrai. lavée avec mes bottes. Non, mais arrêtez. Bon, je me suis pas lavée, ok. Elles sont où les bottes? Hein? Elles sont parties? Ouais, elles sont parties, mais en fait, j'ai des qui strass s'est aux passé pieds. Et du coup, il y a un strass qui s'est coincé dans la botte. Il y a quoi? Et du coup, bah, le n'a strass pas est bien parti. vu, voilà. Et la botte est toute découpée. Voilà. Vous êtes extrêmement sexy. Est-ce qu'on Toujours, peut revoir la sur séquence ça. sur- Toujours. Merci, ça va. Ça va très bien, bah, du coup, mieux. Bon, vous êtes content? Vous avez dormi quoi? Avec la merde, comme ça? Vous avez dormi Comme comme ça? Balasco. Oui, avec la botte, dans les draps, dans. Voilà. Non, c'est pas vrai. Et il a dit quoi, votre mec? Bon, rien, il m'a pas touché. Il a dit C'est incroyable. Elle est toujours, elle est franche. Hein. C'est pour ça qu'on l'aime. Comment ça va, Jean-Michel? Très très bien. Tranquille, heureux? Bah oui, heureux, toujours. Et vous êtes content de votre nouvelle partenaire du vendredi? C'est la première fois. Ouais. C'est la première fois. Ouais, mais pour elle aussi, c'est la première fois. Mais J'étais bien à côté de Polska Ce aussi. sera la hein. première, ce sera la première fois. J'étais bien aussi à côté de Polska. Oh, c'est un autre genre. J'adore Ouais. Daniel, mais Polska, c'est... Et vous, comment allez-vous? Mais ça va, Ah, mais... parce qu'on va en parler. Lui, le pauvre, il s'est fait cambrioler cette semaine. Ouais, bon, Ah ouais, bon, apparemment, on a ouais. connu meilleure semaine. Mais je me posais une question par rapport au fait que vous soyez un peu souffrant de la gorge. Que, comment ça se passe en cas d'arrêt maladie? Est-ce que vous vous payez à vous-même? Est-ce que j'ai déjà manqué? Non. Non, c'est vrai. Vous avez votre réponse. Même mourant, je serai là. Ah, bravo, Trop bravo, cher. bravo. Par contre, on voit qu'on vous a cambriolé puisque vous avez mis C'est les ça. invendus. Ah, c'est vraiment... C'est les fins fonds du placard. On voit qu'il ne reste pas grand-chose. Alors, je voudrais qu'on applaudisse Laurence qui vient très souvent nous voir dans le public. Merci d'être là, ma Laurence, chérie. Ça me fait Bonjour, plaisir de te Cyril. voir. Bah, ça me fait Parce que plaisir d'habitude, aussi. t'es dans le public, et là, bon, t'es contente. Ah oui, très. À côté du blondinet, ça te va? Tu l'aimes bien? Oui, il est Il gentil. est gentil, hein. Oui, il est parlé coloration, parce qu'elle Ah avait ouais. des cheveux bleus à un moment. Elle avait des cheveux blancs, c'est vrai, Laurent. Alors, t'étais volontaire pour les JO de Paris. Oui. Il paraît que t'as croisé une énorme star. Tom Cruise. Tom Waouh. Cruise. Non, c'est vrai, il paraît qu'il est petit. Bon, par rapport à moi qui suis en fauteuil, il est tout le temps plus grand. Non, mais, non, il est beau. Pour son âge, ouais, il est pas mal. Mais je vois, c'est vrai. Ah ouais. C'est Tom. Il est beau gosse ou pas? Il est gaulé. Bah oui, pour son âge, il est bien corps. Franchement, c'est vrai qu'il a plus de 60 ans. 62 ans. Et les ouais. mecs, ils 62 ans, et les mecs, t'as vu comment il Il a est? le même âge que moi. Ouais, il a le même âge que vous. Bah non, ça. mais Alors toi, moi, t'es je vous naturel, préfère. moi. Moi, je vous préfère. Non, il est Moi, gaulé. je trouve Jean-Michel plus beau gosse que Bien vous. sûr. Musclé, les bras et tout. Non, il est pas gonflé, ça va, il est bien. Non, il est très sportif. Oui. Non, Mais il est tout refait. Ouais, il a déjà injections. Ah ouais, quand il est refait, des il est injections. Bah oui, il est refait. Il a le visage qui bouge plus. hein. Ouais, non. S'il vous plaît, vous arrêtez de flinguer c'est le une rêve de star. Laurence. hein. Il est d'accord avec moi, il vient de me le dire. mais non, j'arrive, c'est vrai. Elle est toute contente de voir tout le monde, il est dégueulasse. Alors, Non, mais il est sportif aussi. ouais, sportif, bien sûr, Marie. Ah oui, comme l'ensemble de la table ici. hein. C'est vrai qu'il y a des sportifs. Vous êtes sportif, vous, Thomas Guénolé? Je commence demain. Non, en vrai, j'essaye, parce que je dois le faire pour en termes de santé, mais j'ai la flemme. Putain, j'ai la flemme. Alors, justement, là, vous n'allez pas du tout ici. Vous allez retourner là-bas et vous là, vous changez, vous switchez. Ok. C'est beaucoup. Alors, par contre, il faudra changer le micro de côté, les chéris, vous allez le Ah faire. ouais. Vous inquiétez pas, mais changez de côté. Vous n'avez rien à faire là-bas. Pourquoi vous êtes mis là? Vous avez rien à faire. Pourquoi cette fulgurance tout à coup C'est l'artiste. Pour les téléspectateurs. Les Et téléspectateurs, pourquoi? parce Qu'est-ce que que- vous êtes dit dans Les la chaises tête musicales. Des repères. parce que les repères, ouais. les repères. Voilà, vous allez vous remettre là-bas.
Peut-être une question de moyenne d'âge, quoi. Polska, vous pouvez me dire merci. Merci. Ah, vous préférez être assise à côté de qui? Non, Thomas, c'est bien, la laine est bonne, ça va. Pour Sacha. Merci pour moi. On va dire que Sacha sur l'oignon. Tu me dis si je veux de la laine, hein? Non, ça va. Ça va? Ça va. Écoutez, C'est battez-vous qui a pour... la Toi, meilleure tu pues haleine des entre les pieds, deux? alors. Ah, battez-vous pour moi, souffle. mais en silence. Souffle. Non, non, non. Non, mais c'est. Mais je pense que Thomas, quand même. Ah, d'accord, très bien, merci. Bah, en Désolée. tout cas, Sympa, Polska. En tout cas, quel accueil. c'est sympa. Ouais, t'es pas venu pour rien. Exactement. Ça va, Géraldine? Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Ça faisait Alors longtemps, on ne s'est pas vu depuis hier soir. Vous allez faire quoi ce week-end? Bon. Ce week-end, je pars au Mans. Au Mans? Oui. 24 heures? Non, pour signer mon Juliette. roman que je vous ai offert. D'ailleurs, vous l'avez eu dans votre loge ou pas? J'ai vu, ça m'a fait extrêmement plaisir. Avec une petite dédicace. Je l'ai dévoré. Non, vous avez peut-être pas eu le temps parce que vous êtes un homme débordé. Non, oh Mais là. peut-être que vous le lirez un jour. Je vais Quel le lire. passage vous avez préféré? Non, il n'a pas encore lu. Je sais qu'il n'a pas lu. Pour l'instant, la couverture. C'est ça. Pour l'instant, la couverture. Et donc, je vais le signer. Je vais sur les traces de Valérie Benaïm. Je vais partir dans les salons du livre tous les week-ends pour ouais. faire des dédicaces. Fort. sympa, Vous y allez toute seule ou Daniel vient? J'y vais. Non, Daniel, non, il ne vient pas. Il vient pas? Non, je vais avec mon attaché de presse. Ah ouais, donc Daniel est seul tout le week-end. Il est seul tout le week-end. Oh le kiff, oh le kiff. Oh, ça rigole. Ah, lui, il va kiffer. J'espère qu'il va kiffer. J'espère qu'il va passer un beau week-end. Non, moi, je pars en tournoi, moi, ce week-end. Paddle Ouais, paddle. Où? allez où? Quel numéro? Enfin, 1000, 500, tout ça? P1000. 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 Et c'est bien, vous êtes en forme? Malgré le mal de gorge, vous allez faire... Je suis monstrueux, je suis mythique. Je me sens grave. Mythique, Je me sens carrément. grave. Je sens que je vais être mythique. Je le sens. Alors, quand on est malade, vous savez qu'on joue très bien. Ouais. Sans rigoler. Vous savez, parce que là En demain, expectory. demain, ça va aller mieux. Et là, vous allez voir. Et samedi soir, je serai au top. Vous verrez. Et c'est quoi l'enjeu de ce tournoi? La mort. Non, Vous pouvez le gagner? Oh, pas assez, faut voir. Vous êtes tête de série? 2. Ah ouais, donc tête vous de avez, série 2. Vous énorme. allez par quel moyen de locomotion? C'est quoi? Ça a des ailes? Ça a des ailes, le chouchou? Le train. Oui. On peut savoir où il est, ce tournoi, ou c'est confidentiel? Le train, je peux pas le dire. D'accord. Non, parce que voilà. Oui. Non, mais je peux le dire. Pourquoi C'est à côté de Lyon. D'accord. Lyon. C'est bien. Bon, en hélico, quoi, en gros. Ils sont terribles. Comment ça va, mon Guigui? Ça va? Qu'est-ce qu'il fait ce week-end? Moi, je reprends le sport, là. Non, mais La ça fait muscu. 15 ans que vous reprenez le sport. Non, j'ai rendez-vous avec mon coach demain. Et Non, le coach que j'ai vu, là? Ouais. Non, mais arrêtez avec lui. Il est spécialiste en prise de masse. Non, mais je l'adore. Mais mais tu c'est dois pas en prise. prendre de la masse. Hein. Non, mais le gars, mais j'ai vu son coach. Alors, il est super sympa. Quoi? Mais vous avez rien à lui envier. Non, mais il m'a dit que je devais prendre d'abord de la masse pour sécher Il ensuite. dit n'importe quoi. Ah non, il faut sécher d'abord. vous, là, D'abord sécher. vous, là, il faut juste sécher. Sécher. Vous séchez et vous allez voir tout de suite, déjà, vous allez être très dessiné. Bah oui, t'es jeune. Vous n'avez pas besoin. Là, Ah bon prendre de la masse, c'est n'importe quoi. Parce qu'il m'a donné un truc, une Non, poudre, prendre de la masse, c'est Ah, Gilles non. Verdez. Gilles Verdez doit prendre de la masse. Gilles Verdez, il prend de la masse et après, bah. Non, mais Merci c'est vrai. pour le compliment. Ah, ouais. mais c'est vrai, mais j'ai la vérité. Voilà, vous, Jean-Michel, vous devez sécher. Ah, bien sûr. Donc c'est Pourquoi pas- tu ne mets pas au sumo directement Toi, t'es méchant. c'est Non, non, grossophobe, ça. mais sans rigoler, vous n'allez pas reprendre, vous n'allez pas prendre de la masse. Bah, je sais pas, non, je vais essayer. Parce que j'ai de la force quand même. Hein. Bah Bah oui, justement, hein. justement. Tu dois pas gonfler. Faut Hein. sécher. Donc je mange plus. Non, Je fais du cardio. cardio. Oui, c'est cardio. Pour vous, Sacha, pareil, il va pareil, faire Sacha le Ah, base. moi, c'est pas une sèche qu'il faut, là. Il faut me passer au sèche-linge, là. Des bras et des pecs, Je suis à plus 10, plus 15. Vous pesez combien sans indiscrétion? Beaucoup trop. Non, mais dites-moi. Je crois que je suis aux 80. alentours de 80, ouais. 80 Ah bon pour Et tu 1m42. Non, non, c'est à 80. Ah ouais, c'est beaucoup trop. Putain, vous pesez plus que moi. Ah, mais vous êtes tout fin. Non, non, pas du tout. Je suis pas fin du tout. Ah si, Pas si, fin du vous êtes tout. tout Non, fin. Je regardais vos il y a jambes du tout à l'heure, muscle. avec votre pantalon en cigarette comme ça. Bon, je matais votre cul, quoi. Et non, mais c'est vrai que je trouve que vous avez bien fin de fité, quoi. partout, hein. Vous êtes à 75, je pense. Il est pas Ouais, fan c'est ça, ouais. Oui. Oui, mais le muscle est plus lourd que la graisse. C'est ça, Oui. c'est vrai, exactement. Donc vous avez beaucoup de muscles. Pour ça. Ouais, c'est ça. On va venir faire votre chronique, vous nous en parlerez après. Là. Vous m'avez sauté, Cyril. Bah oui, bah, pour une fois que vous faites sauter, ça vous fera vous fera du bien. Mais qu'il est beau, qu'il est beau. Dans 2 minutes, je demande à Daniel ce qu'elle fait ce week-end, même si tout le monde s'en Je fout. fais rien, dans ma- Merci. Qu'est-ce que vous faites, ma chérie? Je ne fais rien. Non, Comme d'habitude, ça va. En tout cas, je voulais vous dire que vous êtes radieuse en ce moment. c'est vrai. Ouais, Vous vraiment. m'aimez bien de ce côté aussi parce que Je vous aime de tous les côtés. Ah, Oh. Franchement, de tous les côtés. Vous êtes magnifique. j'essaye d'écrire un livre, c'est pour ça que Vous, j'ai. vous aimez quand vous êtes dans l'émission? Ah bah oui. Ouais. C'est ma bouffée d'oxygène. Ah ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de faire monter la moyenne d'âge. Vous avez vu? Ah, non, mais sérieux. Daniel, Isa, voilà. Je mets les deux en même temps. C'est rare que vous soyez les deux en Ouais. même temps.
Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe du Grenot. Ma chronique, je crois. Je passe à ma chronique. pas avec ça, ta C'est chronique, vous que je fasse ma chronique. Alors Cyril, pour qu'un chroniqueur soit bon, c'est-à-dire pas Isabelle Morini-Bosque. Elle est incroyable. Je rigole. Tu fais une rentrée exceptionnelle. Je rigole un peu d'humour piquant. Regarde, en plus, elle est déjà En tout cas, prête pour moi, je suis Noël. musclée. Quoi? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Excusez-moi. Oui, je fais de la gym à RTL, moi. Mais vous savez qu'on en a parlé il y a 15 minutes de ça. Oui, mais il avait l'air de dire que... Non mais Cyril, pour qu'un chroniqueur soit bon, faut pas se mentir, il faut qu'il ait des avis très tranchés, qu'il dise ce qu'il Oui, pense, oui. qu'il ose. C'est-à-dire, il y en a une qu'on adore dans l'équipe, qui est vraiment adorable, mais c'est pas du tout sa qualité première, c'est Valérie Benaïm. bien sûr, ouais. Valérie Benaïm, mais le Elle est problème... lisse. Ah, voilà, elle est lisse. Mais exactement. Elle est lisse. Cyril a tout résumé, elle est un peu lisse. Mais le problème, c'est qu'elle déteste qu'on le lui rappelle. Regardez. Ah, j'adore. Déteste quand on dit tu es lisse. Ça m'insupporte. Ah bah vous avez... Non, parce que je suis désolée, la pondération, c'est pas du tout la même chose que d'être mais lisse. soyez Ça pas n'a rien à voir. énervés. Vous êtes lisse, c'est très bien. Il y a des Non, tables. ça qui n'a sont rien à lisses, voir, on je te dis que ça adore. m'énerve. Benaïm. Alors ça l'énerve Valérie Benaïm, mais sachez une chose avec Cyril, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, plus vous lui dites de pas faire un truc, plus il est capable d'aller au sommet de la Tour Eiffel avec un mégaphone. C'est le lisseur de la semaine. Tu vas chez ta mère? J'aimerais vraiment que tu me poses d'autres questions un peu moins lisses. Je te jure, tu sais que ça me rend ouf. Tu sais que je peux défoncer les gens qui me disent ça. Je peux les défoncer. Ça me rend hystérique. t'énerve ça. Mais je déteste. Qu'est-ce qu'elle est lisse, Benaïm? Qu'est-ce qu'elle est lisse, Benaïm? Benaïm, elle est lisse. Tu croyais pas que Benaïm est lisse? A few moments later. Est-ce que vous savez aujourd'hui sur les fichiers d'empreintes génétiques? Est-ce que vous savez on reviendrait jamais en arrière là-dessus? Vous savez. Bah, elle est pas lisse, elle te dit les choses. Ouais, merci. Quelle est la vie Elle est lisse. J'adore. Autre chroniqueur qu'on adore, mais néanmoins très vieillissant, c'est Bernard Montiel. Non, il est pas là. Non, il a franchement. Il est très bien pour son âge, hein, moi je Franchement, signe. hein. chaque fois qu'il donne son âge, 67 ans. incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ouais, franchement, Alors, signe tous. il a 67 ans. Ouais. C'est ouf, hein, Paul Sky, il est pas beau pour 67 Ah, ans? si, si. Une Ouais. bonne vieille branche. Bonne vieille. Non. Il dit vraiment que des Mais bêtises. quand on fout rien, on vieillit moins vite, faut avouer. Bah, regardez-vous. Ah, je sais, je le prends pour moi aussi, bien sûr. Exactement. Jean-Michel, vous tombez bien, puisque le problème de Bernard, c'est que bon, il est très très beau, très classe, très charismatique pour son âge, mais que font les personnes âgées? Souvent, elles racontent des anecdotes dont tout le monde s'en fout pendant 3 plombes. Jean-Mi, la prochaine fois, quand vous vous en fichez d'une anecdote de Bernard, faites pas semblant. C'est vrai. Dites-lui, parce que là, c'est catastrophique. C'est le je m'en balèque de la semaine. Dites-lui. Dites-lui. C'est quoi au niveau des prises, sans déconner? Il n'y avait plus une prise. C'est vrai, ah Il n'y avait pas les moyens. Ouais, ça va vite. Ouais, ouais. Bah, je sais bien, Et je même, connais tout. même Captain Marlowe qui a un peu plus de moyens, Ouais. une seule prise. Ouais. Moi, quand j'ai tourné avec elle, là, il y a une prise à chaque fois. Ouais. La chance. J'ai trouvé ça tous les jours. hein. Ah ouais. Non, ça se travaille. Mais moi, ça Ouais, ça, tous les jours, j'apprenais les textes. Et le soir, avant de me coucher. J'ai tourné avec Jeremy Irons et Patricia Cass. J'en ai fait 10. Ah ouais. Mais des petits rôles. Hein. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est vrai que c'est compliqué. Mais il est gentil, il est très gentil. Ah, mais il est très gentil. Bah, c'est ce qu'on dit des gens comme ça. Non, c'est vrai. Il est vraiment gentil. Hein. Ouais. Et vous pouvez nous rapporter le, Je nous sais même plus raconter de quoi il l'anecdote? parlait. Oh non, j'écoutais pas. Ça se sentait. On comprend. Oui. Il y a un petit nouveau dans l'équipe, Cyril. Ouais. Il est là ce soir. Ouais. C'est Thomas. Thomas, qui a rejoint évidemment en cours d'année le groupe. Mais quand on rejoint en cours d'année, justement, on a besoin d'être guidé. On ne connaît pas forcément tous les prénoms, tout ça, tout ça. Heureusement, Polska est là pour intégrer les petits nouveaux. Cyril, sachez une chose. Si un jour vous voulez écrire votre biographie, ne la confiez pas à Polska, puisqu'elle va complètement déformer tout ce que vous avez fait pendant votre carrière. C'est la biographe de la semaine. Le plus au fond, c'est celui qui parle de faits divers. Et celui en bleu, il parle de faits d'actualité. D'accord, excuse-moi. Il y en a un que Cyril sur l'homme d'Eagle Glaoui, parce qu'il a des gros apparemment. Oui, mais c'est vrai, parce qu'apparemment, avant, il faisait des photos porno. Ah, d'accord. Et c'est vraiment vraiment. Et le premier s'appelle Michel Marie. D'accord. C'est quel Michel Marion? C'est celui tout au fond. D'accord. Je me disais que c'est plutôt l'autre qui aurait fait des photos de cul. D'accord. Tu veux dire qu'on était censé balancer des ragots les uns sur les autres, et il arrive que maintenant, le mec avec des grosses... Vous voyez pourquoi je vous laisse à côté? Oui, bah, tu vois, ça me va très bien. Ah voilà, bah oui. Vous êtes heureuse avec votre nouveau camarade. Ah oui, on est un bon duo. En tout cas, vous résumez bien les choses. Oui. J'aime bien. Mais c'est un peu un charreau élégant quand même. Ouais, c'est vrai.
Hein, c'est un charron. Oui. Élégant. Mais élégant. Élégant, elle a dit. Élégant. Et on va retenir élégant. Voilà, c'est ça l'information principale. Qui sont les charros ici élégants? Ils sont tous élégants. Bah, non. Il y a beaucoup de charros, mais pas élégants. Quoi, c'est pas vrai? Voilà. Jean-Michel Charot, Guillaume Charot, Gilles, ça va. Gilles, ça va. Gilles élégant. Et lui? Et Sacha? Charot. Ciao. On est d'accord. Merci. Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà. Je te rappelle ma meuf quand même. Et moi, je suis juste élégant. Exactement. Merci. Somptueux. Elle est gentille. Parce qu'elle est gentille. Elle est gentille. Il y en a un qui a des grosses couilles, il y en a une autre qui les lèche. T'as ripé un peu. Insupportable. D'autres choses, mon cher. Oui, on passe à vous, Cyril. Chaque soir, aux alentours de 20h10, il y a le fameux débat du jour. Et on adore voir Maître Divisio venir défoncer tout le monde. Le problème, c'est que lorsqu'il y a un autre excité sur le plateau, exemple, la personne qui est à côté de moi, eh bien, il s'ennuie. Et vous devenez encore plus fou. Vous êtes le sale gosse de la semaine. Regardez, ça n'existe pas ailleurs à la télévision, ce que vous allez voir. Ce n'est pas possible. C'était quoi? Là, maintenant, c'est les caméras algorithmiques. Demain, ça sera pas demain, Ce sera effectivement ensuite les passes climatiques. On en parle déjà. Les passes climatiques. Et voilà. Et donc, notre passe, vous m'avez déjà fait ça. Le passe, c'était la liberté. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que la liberté. Et je défendrai toujours les passes. J'ai défendu encore passe-partout la semaine dernière. C'est un caca nerveux, là. Ouais, c'est un caca nerveux. Que diable. Que diable. Diantre. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que dans cette émission, Pose ta question, Patrick. est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, on est en sécurité? Oui ou non? Ça, ce n'était que l'apéritif. Il y a d'autres Est-ce que vous imaginez des gars sur BFM faire des 1, 2, 3 soleils pendant les débats politiques? Non. Et bien sûr, C8, vous avez un animateur qui fait des cache-cache pendant les débats politiques. Il n'y a qu'avec ce ouf que vous pouvez voir ça. Regardez, c'est le retour du sale gosse de la semaine. L'Europe, c'est ça. C'est toi. Écoutez, moi, si vous ne voulez pas m'entendre, vous ne m'entendez pas. Je m'en fous, j'attends et je m'en vais. C'est simple. Et soit, effectivement, ça vous intéresse 2 minutes de débat, ça ne vous intéresse pas. Mais à chaque fois, vous faites des vrais raisonnements. Ici, si vous aviez des policiers en plus, par exemple, vous vous faites enfumer. Je l'adore, Merci d'être avec nous. C'est la tribu de... Merci les chéris d'avoir été avec nous et merci d'être avec nous toute la semaine. Des records d'audience cette semaine encore. Merci à vous. Regardez, hein, Sacha Elbaz. Regardez, commentez-moi ça. Ça va arriver. Magnifique. Merci. Non, bah c'est une semaine Il n'y a magnifique. rien là, il n'y a rien là. Ça ne commentez quoi, il n'y a rien. Ça ne saurait la C'est vous le rédacteur en chef de l'émission. Alors, oui, bah, regardez, Merci. Ah ouais. c'est arrivé. Ah ouais. Donc, semaine de fou, puisque... Donc numéro 1, c'est ensemble d'émissions, une semaine de dingue. Alors, je ne fais que répéter ce qu'ils ont mis, moi. Semaine record saison. Meilleure semaine de la saison jusqu'à 2,3 millions de dollars. Record saison sur les cibles jeunes. Bah, Ouais, merci. L'émission n'a jamais autant cartonné, surtout qu'il y Merci avait les chéris, merci. beaucoup de concurrence. Et malgré le foot, hein. C'est ça. Il y avait beaucoup de foot cette semaine. Merci à tous. Hein. Franchement, on se régale en tout cas avec vous tous les soirs. Il y a une bonne ambiance, je trouve, cette. Vous voyez ou pas? C'est vrai. Hein. Ouais, c'est bien. Puis on fait moins de politique, moi, ça m'a saoulé. Ah oui. Tu sais, moi, c'est les saisons comme ça. C'est des cycles. J'ai envie de rigoler en ce moment et j'adore la fin là, avec toutes le Muppet Les Show. Avengers. C'est ça, les Avengers. C'est incroyable. Non, c'est vrai, les trois, ils sont forts. Moi, j'adore, il y a plein d'infos. C'est lequel votre préféré? Fabien Lecoeuvre, Michel Marie? J'ai pas de préféré. Vous savez, je n'ai même pas de préféré dans les chroniqueurs. Sachez que voilà, ici, il y a une personne que je préfère de ce côté. Ouais. Et il y a une personne que je préfère de ce côté. Je peux pas dire qui c'est. Un indice. Ça laisse un espoir. Franchement, un indice. Un indice, ouais. Ici, Ça, c'est politique. ici, un indice. Oui. Elle peut vous gonfler. Je répète, elle peut vous gonfler. La question. C'est magnifique. Non, c'est bien sûr. Non, mais je vous aime tous pareil, vous le savez. Les chéris, j'ai un petit coup de cœur. Vous avez vu ce supporter lillois qui a reversé son salaire à une association, Gilles, c'est incroyable. Absolument. Alors, il avait prévenu avant le match contre le Real Madrid
si on gagne, je reverse mon salaire à une association. Alors, il ne pensait pas que Lille allait battre le Real. Et du coup, comme il n'est pas richissime, il va étalonner ça sur plusieurs mois. Parce que ça va lui faire cher. Donc, autour de 120 € par mois pendant 6 mois, je crois. Mais c'est un geste formidable, une association. J'adore ça. Mais oui, il a choisi Octobre Rose. Eh ben, bravo. Contre le cancer du sein. Bravo à lui. Voilà, c'est très bien. Franchement, bravo. Là, je pense qu'on a rien à dire, là. Hein. Franchement, magnifique. On ne vous jugera jamais. Il y a un coup de gueule de Gilles Verdez. Oui. Et Gilles, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord avec vous. C'est un coup de gueule contre les Belges francophones que j'adore. Pourquoi ? Parce que la Belgique veut interdire le téléphone portable au lycée pour les élèves de plus de 15 ans à partir de la rentrée prochaine. Ouais. Alors au début, ils étaient sur 14-15 ans. Et maintenant, plus de 15 ans. Ouais. C'est le lycée qui est touché. C'est irresponsable d'interdire le téléphone aux lycéens. Les lycéens, arrêtons de les infantiliser. Ils l'utilisent très bien. Mais laissez-moi finir. Ils l'utilisent très bien. Et d'autre part, les Belges le reproche l'hyperconnexion. Mais heureusement que nos enfants sont connectés dans le monde d'aujourd'hui, Cyril. Et quand un parent, je suis désolé, au lycée, il peut y avoir des problèmes. C'est très bien. Moi, ma fille, elle a son téléphone au lycée. Parfois, on a besoin de s'appeler. C'est nécessaire. Donc là, les Belges ont fait une grosse erreur. Il est temps de revenir en arrière. Vous allez même décider de ce qui va se passer en Belgique. Avec plaisir. Déjà, Géraldine. Non, mais franchement, moi, je vénère cette décision de la Belgique francophone. C'est extraordinaire. Évidemment que ces téléphones portables dans les lycées sont des poisons pour nos ados, que ça sert de harcèlement, ça les déconcentre, ils ne pensent qu'à ça, ils sont sur le téléphone. Toi, Gilles Verdez, tu viens nous dire aujourd'hui à la télévision que toi, tu peux joindre ta fille à tout moment au lycée, mais en fait, le lycée... Pas à tout moment, à la cantine, par exemple, et quand il y a besoin, par nécessité vitale et importante. Il n'y a rien de vital et important, et si c'est vital et important, tu joins le directeur de l'établissement, ou tu joins la vie scolaire, et il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de téléphone portable avant. Justement, il n'y avait pas de problème. Il se contredit. Le niveau était autrement élevé. C'est une aliénation, et c'est catastrophique pour nos jeunes, il faut arrêter avec ce téléphone dans les écoles. On n'avait pas de téléphone à la cantine. Avant, on n'avait pas le téléphone et puis on s'en portait pas plus mal. Je veux dire, nos enfants sont déjà trop connectés. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose et que ça devrait être pareil en France, en fait. Patricia, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ? Moi, j'aime pas cet argument parce que c'est comme avant, on n'avait pas de voiture, ok, mais alors maintenant, c'est mieux avec les voitures. Donc maintenant, c'est mieux avec les téléphones. Je suis désolée, plus avec son temps. Avant, il y avait des gens qui n'avaient pas de chirurgie. Il y en a qui n'avaient pas de cul et maintenant, il y a et c'est mieux. Mais Gilles. Non, il faut vivre avec son temps. Gilles a complètement raison. Bien sûr, mais Gilles. Vous voyez, les jeunes, on est d'accord entre nous. Bah oui, voilà. Gilles, tu dis que les lycéens s'informent sur leur téléphone, mais je crois qu'ils lisent Le Monde en cours sur quoi ils sont sur Snapchat, sur Snap, sur TikTok. Arrête tes conneries, ils regardent les photos de leurs profs. Et vous êtes contre les réseaux sociaux ? C'est vous qui allez me dire ça maintenant ? Vous foutez de ma gueule ou quoi ? À l'école. À l'école. Ils peuvent s'informer en dehors de l'école sur leur téléphone, aller sur TikTok en dehors de l'école. L'école, c'est fait pour apprendre. Pose ton téléphone. Il y avait même un projet de mettre des casiers à un moment. Tu mets ton téléphone dans le casier, tu sors de l'école, tu prends ton téléphone, merci, au revoir. Il a la géométrie variable l'autre jour. Oui, madame. La géométrie variable l'autre jour sur la baisse de concentration des enfants et le fait qu'ils étaient toujours sur leur portable. Tu dénonçais ça. Alors, vendredi ça, jeudi ça. C'était toujours ça va lui faire vachement plaisir qu'il la joigne à la cantine. Qu'est-ce que tu veux lui foutre de la paix à la cantine ? C'est quand elle a besoin. T'as pas compris si elle a besoin, si elle a un problème. Moi, je suis complètement d'accord avec Isa. Merci. C'est le seul argument, mon pauvre. Allez, on enchaîne mamie plus mamie. Allez, les vents. Alors moi, j'ai un coup de gueule contre Michel Barnier. Mais non, mais je ne vous ai pas demandé un coup de gueule. Je vous ai demandé votre coup de gueule. On ne va pas le faire aujourd'hui. Ok. J'ai d'autres trucs à faire. Non, mais je suis complètement d'accord. Le pauvre argument, c'est ça. C'est juste, je peux la joindre à la cantine. Donne-moi un vrai argument qui est un vrai plus pour les gamins de 15 ans d'avoir le téléphone. Il n'y a que du négatif. Et bravo, les Belges ont des couilles et bravo. Mais mamie. Parce que nous, on en est à faire des essais. En France, on en est à faire quelques essais pour pas les traumatiser dans quelques écoles. Là, voilà, les Belges, bravo. Moi, je pense qu'il faut juste tout simplement sanctionner les élèves s'ils sont sur leur téléphone en cours. Mais par exemple, moi, quand j'étais à l'école et que j'avais pas d'amis et que j'avais mon téléphone à la récré entre midi et 2, non, j'avais pas trop d'amis. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est étonnant, mais oui, j'avais pas trop d'amis. Je sais pas, j'étais... C'est un peu une cassos au collège, ouais. Non, c'est vrai ? Ouais, bizarrement. Vous avez fait quoi ? Vous avez arrêté l'école en quelle année ? Après le bac. Ah ouais, vous avez eu le bac ? Oui, j'ai eu le bac. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, quel bac ? Non. Je sais plus, mais j'ai eu le bac, quoi. Elle sait plus. J'ai eu un bac, voilà. Bac mais quoi un bac ARCU. Il y a le mot cul dedans. ARCU ? Accueil, relations, clients, usagers. C'est un bac pro. C'est un bac pro. ARCU, il y a un bac ARCU. Oui, voilà. Ah ouais.
Bah oui, la moitié des bacs, c'est des bacs pro. Voilà, mais du coup... C'est un bac arcu. Oui, comme quoi, voilà. Comme quoi, et c'est après vous avez eu l'idée de refaire... Oui, c'était dans le nom, ça m'a donné l'idée. Ouais. C'est vrai. Mais du coup, entre midi et 2 et à la récré, j'étais très contente d'avoir mon téléphone pour ne pas être toute seule comme ça. Quoi. Parce que sinon vous étiez qu'en arcu, c'était insupportable. Voilà. Vous avez eu un bac avec mention? J'en peux plus. Mais je l'ai eu, hein, je vous jure. Bon, on n'en doute pas. Vous avez vu cet homme qui escalade la tour de la Défense sans aucune sécurité? Regardez, ça c'est un truc de fou. Il a été interpellé par la police, regardez. Parce que là, tout va bien. Regardez, en fait. Il y a un mec qui est en train de grimper la tour. Alors Inox, tu le ferais ça? C'est bien facile de grimper l'Everest. Il a aucune corde, aucune sécurité. J'espère qu'il va réussir. Il y a un autre mec juste tout là-haut, je crois il l'attend. Je sais pas si c'est un policier ou pas, mais je pense pas. Il y est presque allé, mon gars, il y est presque. Incroyable. Oh là là. C'est incroyable. Incroyable, hein. Ouais, Gilles. C'est devenu une mode, les tours de la Défense. Il y a notamment le Spider-Man français qui en escalade souvent. Et effectivement, on est interpellé par la police pour mise en danger de la vie d'autrui parce que, à main nue comme ça, sans protection, c'est extrêmement dangereux. Mais c'est vrai que c'est un exploit retentissant. Il ne faut pas le faire. Et attention, parce qu'il n'y a aucune mesure de sécurité et de protection. Voilà. Attention, danger. J'ai une ex à moi qui a grimpé le premier étage de la Tour Eiffel, pieds nus comme ça. Ah ouais? C'était Yannick Noah? Hein? C'était Yannick Noah? Non, c'est une ex, mais c'était un fantasme comme ça, parce qu'elle est d'origine indienne, et donc c'était resté un indien dans la ville, elle s'est pris pour Mimi Siku, et à la fin d'une soirée comme ça... C'est un mytho. Le Mimi Siku était insupportable. C'était en quelle année? C'était en quelle année? On va commencer l'enquête. C'était il y a 4 ou 5 ans environ. Pourquoi c'est jamais sorti sur les... J'ai pas envie de dire son prénom, Marion. Elle a été arrêtée. Une indienne qui s'appelle Marion? Une indienne qui s'appelle Marion, oui, c'est un problème. Marion en Inde, il y en a très peu. Marion en Inde, elle a été adoptée, elle était indienne, et quand elle a été adoptée en France, on lui a donné un prénom français. J'imagine ça va pas l'air très clair tout ça. Jean-Mi, ça a été repris par la presse, j'imagine, cette histoire. On va regarder. Il y a des articles. J'ai vu ici. Il y a des articles de presse qu'on peut retrouver. Oui. Sur quoi, par exemple? Ça a été même filmé. Tiens, je vais fermer ton claque-merde. Ça a été filmé par France 3. Parce que figure-toi que le hasard a voulu que la veille, il y ait quelqu'un qui est monté, un Anglais, soit monté au premier étage, se soit suicidé, se soit jeté, malheureusement. Et du coup, ils se sont dit, il y a souvent des effets de série dans les suicides comme ça. Et quand les services de sécurité ont vu quelqu'un monter, ils ont pensé que c'est un nouveau suicide. Ils ont fait intervenir. Il y a un hélicoptère qui est venu, elle a été électroyée. Depuis le premier étage. T'en rajoutes, on rajoute. Par la sécurité civile. Bon, c'est bien, là, c'est facile à vérifier. Vous nous prenez pour des jambons. Alors puisqu'il y a une régie. Bien sûr. Voilà, ils ont qu'à taper sur Google. J'ai tapé sur Google. De l'anglais, c'est vrai, mais je n'ai pas ton adresse. Élitreuillage, femme pieds nus, Tour Eiffel, voilà. Si on peut cacher son nom, etc. Tour Eiffel, Jean-Michel Mermito. Si elle était au premier, pourquoi Est-ce que tu étais là pour assister à cette ascension? Est-ce que tu étais là? Non, c'était avant qu'on sorte ensemble, je leur empêchais de faire ça. Ah, c'est elle qui vous a raconté ça? Oui, mais j'ai vu dans la presse, c'est ça. Mais vous croyez que je m'étonne toute la journée? Oui. Regarde, Guillaume, regarde. On a regardé, il n'y a rien. Je fais exprès, je ne sais pas chercher sur Google. Il n'y a rien. Pour moi, c'est faux. Est-ce que vous me donnez 5 minutes, 2 minutes pour trouver? Quoi? Est-ce que vous me donnez 2 minutes pour trouver sur Vous avez mis 5 minutes, puis 2 minutes. Non, 2 minutes pour trouver. Bien sûr. Ok, ou alors pendant la coupure pub, je chercherai et je vous donnerai après. Et après, vous ferez toutes vos excuses. Je veux tout. Un par un vient devant moi, je me présente. Un par un. Moi, j'ai rien dit. D'accord? Tous. J'ai rien dit. Voilà, tous. J'ai fermé ma gueule, moi. Ah non, pas vous. Alors, moi, je vais vous dire, moi, j'y crois. D'accord. Et je les veux un par un devant moi. Jean-Michel, je te présente mes excuses. Mais tu mérites. Mais là, il a raison. Il a raison. Voilà, s'il vous plaît. Il y a toujours quelqu'un en régie qui peut vérifier. Je retrouvais pendant On a vérifié, c'est Vous êtes en faux. train de vérifier, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Non, mais je le retrouvais pas. Non, mais c'est faux. On a vérifié, c'est faux. Pour l'instant, T'inquiète pas. vous avez des bons... Oui, mais je vais retrouver, bien sûr. Les mots-clés, oui. Et si jamais tu nous as menti, c'est quoi la sanction pour toi? Il va venir devant chacun. Je fais le tour nu du plateau. Mais il s'en fout, c'est un exil. J'aime bien cette émission. Juste quand vous ferez le tour nu du plateau, pour dire que je suis sûr de moi. évitez de croiser Big Laoui. Ça risquerait de faire un embouteillage, bien entendu. Il s'est passé quelque chose de fou dans les 12 coups de midi. Le mardi 2 octobre, il y a une candidate qui voulait absolument perdre contre Eddie Midien, le maître de midi. Elle voulait perdre absolument, Gilles. C'est un truc de fou. Vous allez nous expliquer pourquoi. On regarde l'extrait. Comment vous êtes-vous inscrite à notre émission? C'est mon mari qui m'a fait la surprise, on va dire. Votre mari? On regardait l'émission et d'un seul coup, il me dit « Je viens de t'inscrire ».
Ah, d'ailleurs, il a une demande. Il a une demande? Il veut absolument que je reparte avec un mug. Aucun problème. Comment s'appelle-t-il? Vincent. Vincent? Il vous a fait d'autres recommandations ou pas? Que je perde contre Emilien. Et il est fan d'Emilien, du coup il m'a dit, par contre tu gagnes pas, hein. Je fais déjà comme si j'avais une chance. Merci, Emilien reste maître de midi, c'est fait, on en parle. C'est sympa, mais en fait, c'est vrai que de toute façon, franchement, elle avait aucune chance contre Emilien. Il en est à 400 succès. Il est incroyable. Il est incroyable. Et donc, du coup, son mari lui avait dit de perdre. Mais bon, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'elle n'a pas fait exprès de perdre. Elle n'a pas truqué l'émission. Hein. Elle a été réellement battue par Emilien, comme tout le monde. Qui a déjà participé à un jeu télé, tiens? Oh bah. Un jeu... Vous? Les jeux de 20 heures. En quelle année? Les années 80. Ah ouais, quand même. Avec Maître Capello et tout ça. Il y avait Jacques Chirac qui était maire de Paris qui m'a serré la main. Tu as connu Maître Capello? Ah ouais. Il était même prof dans le lycée à côté du mien. Donc. Ah ouais, hein, fort. J'ai connu Maître Capello jeune. Elle a connu plein de gens jeunes. Moi, à part Pékin Express et Fort Boyard, le grand concours des animateurs comme vous. Oui, bah bien sûr. Ouais. Ça c'est pas vraiment, ça c'est pas pareil. Brillé d'ailleurs. C'est pas pareil. Le grand concours des animateurs, qu'est-ce que t'en sais? Bah j'ai regardé. Je t'ai vu 5 minutes, hein, parce qu'après t'as été... Oui. Moi, vous l'aviez diffusé, j'avais fait Reichmann. Quand j'avais 7 ans avec ma mère. C'est pour la fête de rien, vous? Non, jamais. Jamais. Ah, j'ai Jack Martin aussi. J'ai gagné un voyage au Sri Lanka. Et que j'ai jamais fait parce que je prends pas l'avion. Ah ouais. Non, mais moi, je l'avais fait pour voir Jacques Martin en vrai. Donc, c'était l'animateur. Quelle vie, hein. Vous aussi, vous avez fait un jeu télé, Juste Prix. J'ai fait le Juste Prix, j'ai fait que le meilleur gagne. Ah. Je fais que le meilleur gagne. Je suis arrivé dans les 10 derniers. Vous avez gagné des sous? Non, j'étais arrivé dans les 10 derniers. J'étais arrivé dans les 10 derniers. Ouais. Vous gagnez toujours, hein, c'est incroyable. Non, j'étais arrivé dans les 10 derniers. J'avais pas triché, je vous le dis. Vous avez vu cet avion? 4 pneus d'un avion éclatent lors d'un atterrissage. Chaud, un Boeing 737 de chez Ryanair. Ils ont explosé lors de l'atterrissage d'un avion. Ils allaient à Bergame, en Italie, bien entendu. Regardez. Incroyable, hein, Gilles. Alors, il y a une série invraisemblable. Il y a cet avion-là. Et il y a aussi un Boeing 737 d'Air Algérie à Abidjan, 3 pneus éclatés. Donc il y a des vérifications. On demande en ce moment, notamment à Boeing, de vérifier. Comment ça s'est passé, ça, en fait? Ça éclate au sol. Et moi, ça m'est arrivé. Non. Ah ouais. Si. Quand on est allé l'année dernière, c'était en mai 2023, avec Fatou à New York, on a un pneu qui a éclaté à l'atterrissage et on est resté bloqué. Et ça arrive assez souvent. Pourquoi vous êtes resté bloqué? Parce qu'il ne peut plus circuler, il s'arrête et puis il y a un danger. Donc voilà, en fait, on est immobilisé. Donc là, par exemple, pour Air Algérie, ils ont dû changer d'appareil et il faut faire venir des pneus quand il y en a plusieurs parce qu'il n'y a pas de pneus de réserve. Donc c'est très compliqué. Et il y a une série en cours, ça va encore faire que Boeing va se retrouver sous le feu des critiques au niveau de la sécurité. Et voilà, il y a énormément d'avions qui ont ces problèmes en ce moment. Fou ça, ouais, franchement. Ouais. Il n'y a pas ce problème avec les avions personnels, il n'y a vraiment pas ce problème généralement. Je sais pas ce que Géraldine. Je sais pas, je comprends pas. Tu veux dire quoi? Si vous parlez à Géraldine, c'est pas. Non, mais les jets privés. Guillaume. Moi, j'ai pris une seule fois un jet dans ma vie. Je ne l'ai pas demandé, est-ce que vous avez dû un problème en avion? Ah bah oui, mais l'histoire de la mort. En fait, je vous avais dit, j'avais pris un vol en première classe pour aller à New York. Et donc, vous êtes vraiment tout devant de l'avion. Et donc, on atterrit le matin, genre à 6h du matin à New York. Et il y a le steward très gentil qui vient me voir. Bonjour, monsieur Lanton, tout sourire. Ça va, vous avez bien dormi? Qu'est-ce que vous voulez pour le petit déjeuner? Vous préférez du thé ou du café? Je dis du café. Il me dit très bien, monsieur. Par contre, il y a juste un problème, il y a quelqu'un qui est mort derrière vous, si ça ne vous dérange pas. Et en fait, quelqu'un est mort pendant le vol. Et il m'a dit, vous ne pourrez pas sortir de l'avion en premier parce qu'il y a le FBI qui va rentrer. Et donc, on a attendu 2 heures que la police prenne le monsieur qui était mort derrière nous. C'est pas vrai. Il a fait une crise cardiaque. Ça vous arrivera jamais avec un chroniqueur. Hein. Non, mais c'est horrible. C'est impressionnant. Fou, oui, Jean-Michel, toi, t'as déjà des embrouilles. Non, j'ai un vol qui a fait demi-tour au bout de 3 heures. Je revenais de San Francisco et les toilettes étaient bouchées en première. Et le pilote, qui est le seul chef dans l'avion, c'est-à-dire qu'il prend toutes les décisions qu'il veut, a décidé que pour les gens qui avaient payé les premières, c'était impossible de faire un vol transatlantique sans toilette, on est obligé d'être dans en seconde. Et donc du coup, il a décidé de faire demi-tour au bout de 3 heures de vol. On est retourné à New York, à San Francisco, pour déboucher les chiottes. Non. Et donc les gens râlaient en disant... Il n'y avait pas un gars qui avait du desktop sur lui. Et évidemment, tout le reste de l'avion râlait en disant, à cause des premières, on est obligé de faire demi-tour, ils ont qu'à venir chez nous. Le commandant a dit non, ils ont payé 30 000 € leur billet, je sais pas quoi, c'est pas pour aller... Tu mens. Tu mens, c'est un mytho. C'est un mytho. Ah non, c'est
Même Cyril. Là, il ment. Là, je suis d'accord. Avoue au moins l'indienne. C'est l'indienne qui... Alors, je vais te dire, c'est l'indienne qui avait bouché les chiottes. Non, la vérité, non. Alors, ce que je propose, on va chercher tout ça. Et vous allez nous dire la vérité. Les chiottes, je ne retrouverai pas. Vous allez nous dire la vérité dans un instant. Toute la vérité sur tout ce que vous avez dit. Parce que la deuxième histoire, c'est pas que je la sens pas. Je la sens pas du tout. Ah bah, nous, on l'a sentait dans l'avion. Je la sens pas du tout. On se retrouve dans un instant sur C8. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans Touche pas bon. Merci d'être là. Il y a un instant, si vous nous rejoignez, sachez que Jean-Michel Maire nous a raconté deux histoires. Une histoire où il a dit qu'il y avait une amie à lui, une ex à lui, qui était montée, escaladée pieds nus, le premier étage de la Tour Eiffel. Tout le monde a dit que c'était faux. Ouais. On va vérifier si on a trouvé ça sur les réseaux dans un instant et sur Google, voilà, ou sur Internet. Et deuxième histoire. Un avion qui avait fait demi-tour au départ de San Francisco, les toilettes étaient bouchées en première, et le commandant, au bout de 2 heures de vol environ, a décidé de faire demi-tour à cause des toilettes bouchées, parce que le prix des billets était très... C'était 3 heures tout à l'heure. Ouais, Comment? c'était 3 heures tout à l'heure. 2 ou 3 heures de vol. Je me souviens pas exactement où c'était. Je m'appelle pas Macintosh. Oui, voilà. 2 ou 3 heures, oui, vous savez. C'est San Francisco quoi, le vol? C'était Paris, j'habite Paris. C'est direct? Comment? Direct? Ah bah on se posait pas au milieu de l'Atlantique, oui. Il n'y a pas d'escale au milieu. Si, tu peux faire une escale. Au milieu de l'Atlantique? Non, mais je sais pas, à Détroit. Non, mais c'était pas en 1940, c'est pas un avion hélice, c'était un avion, un 777. Si vous voulez savoir, un Boeing 777. Alors, si on n'a pas retrouvé la première info donc de la Tour Eiffel, vous ferez le tour du plateau tout nu. Exactement, je l'ai promis. Si on la retrouve, chacun viendra devant votre pupitre s'excuser platement. Platement. Exactement, platement. Alors, le verdict, les chéris, vous l'attendez. Je vais demander à la régie 5, 4. Si quelque chose apparaît derrière l'écran, c'est que c'est vrai. Si rien n'apparaît, c'est que vous avez menti et vous pourrez commencer à vous déshabiller. Assez confiant. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est ça. C'est pas vrai, on a regardé l'info. Il a dit que c'était à 4-5 ans, c'était il y a 12 ans. En 2012. J'ai jamais dit que c'était à 4-5 ans. Si, on m'a demandé, c'était avant que je sorte avec elle, je sais pas quand c'était exactement, mais c'était il y a peut-être 10 ans, je sais pas, c'était avant moi. C'était il y a 10 ans. Et je crois, à poil, vous êtes vraiment des mauvais perdants, c'est insupportable. On a regardé l'article, je crois que c'était une femme qui était pas bien en montant la Tour Eiffel, et toi t'as dit que c'était un fantasme de Mimi Siku parce qu'elle était indienne. Elle est indienne, exactement. Pas incompatible. Oui, c'est l'indienne. Mais c'était un fantasme ou c'était... Allez, à poil. Jean-Mi. En fait, il se sert de vraies Alors, on peut très bien, si vous voulez. Je vous donne une dernière chance. Remettre la sanction éventuelle à lundi. Et lundi, je lui demande qu'elle nous appelle. Elle nous appelle au téléphone. On fait un téléphone, un audio. Voilà, non, c'est vrai. Bravo, on fait ça. Alors. Et juste, entre nous. Et je peux vous dire, c'était celle, vous savez, je m'en avais parlé, j'étais sorti avec elle pendant le confinement. Elle est arrivée chez moi, elle était restée confinée chez moi et on est sortis ensemble. C'était elle, c'était Marion. Tu la connais ? Je ne sais pas, vous ne connaissez pas toutes mes ex non plus. Parce que je la connais, non mais elle s'appelle Marion. Mais jamais présentée. Très très gentille, voilà. Donc elle n'était pas désespérée, elle était contente de le faire. Non, c'est bien sûr, c'est à la fin de soirée. Une fake news. On fait des choses débiles, il y en a qui plongent dans la Seine en disant tiens chiche que je plonge. Et elle s'est dit je vais grimper à la Tour Eiffel. Elle était agile, boum, je vais monter. Juste au niveau de la deuxième histoire, sur l'avion et les toilettes. Je vous ai montré pendant la pub un article. Avouez-moi tout de suite. Non mais tu lis la presse en fait. Bah ouais, tu répètes un truc. Il cherche des anecdotes et puis après je crois qu'il est complètement technique. Il fait actu insolite, mais actu insolite, il se met dedans. C'est ça. Bah, je n'étais pas dans l'avion, d'accord, mais je suis... Pas du tout. Il se trouve que je sortais avec une hôtesse de l'air, elle était dans le vol. C'est elle qui m'a arrivé en arrivant. Elle avait du retard. Elle avait les pieds nus. Elle était indienne, ok, c'est bon. Même le premier, c'est un mytho. Le premier, c'est pas un mytho. Allez, merci. On va passer au 5e match du jour. Hier soir, il y avait Cauchemar en cuisine sur M6. C'était le retour de Cauchemar en cuisine. Dès le début, alors, non, ça c'était les rediffés. Il y a un problème, c'est la prononciation de Philippe Etchebest. Les deux filles du restaurant, elles sont pas encore prêtes à l'accueillir, regarde.
Avec le chef Etchebetch, on a pris une décision. Monsieur Etchebetch, il est là. Ah, tu l'avais vu? Ça va comment? Bien ou pas bien? Ah, ça va. Quand le chef Etchebetch vient en cuisine, j'ai entendu une grosse voix. Là, le chef a entendu direct. Monsieur Etchebetch, pas le chef. On l'embrasse, hein, Philippe Etchebest, bien entendu. Mais bon, il le prend pas mal, ça va, il aime bien. Alors, ça nous a rappelé cet extrait de fou d'Objectif Top Chef dans lequel la mère d'un candidat était à la ramasse totale sur la prononciation. Ils ont dû refaire la prise 20 fois, regardez. Bonjour. Bonjour, chef Etchebest. Comment? Bonjour, chef Etchebest, monsieur Etchebest. On va recommencer. Alors, attention, je reviens. Tac, je reviens. Voilà. Etchebest. Bonjour, monsieur Etchebest. 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 Non, Etchebest. Ouais, voilà. Etchebest. Bonjour, monsieur Etchebest. Etchebest. Best. Best. The best. Je best. Etchebest. Voilà. Bonjour, Etchebest. Bonjour, monsieur. C'était incroyable, ça. Incroyable, ça. Exceptionnel. Alors, pour en revenir à l'épisode d'hier, depuis quelque temps, le chef Etchebest fait appel à Mallory, un candidat de Top Chef, pour venir en aide aux restaurateurs. Et le pauvre Mallory, il s'est pris un vent d'une violence. Là, vent de force 7. Regardez. Elles sont pas belles, mes frites? Elles sont magnifiques. Meilleures que les tiennes. Elles sont bonnes. Meilleures que les tiennes. Ouais, allez. Une fois qu'on a les frites et le porc, on va passer au dressage. It's been a long day without you. Et hier, le chef, il avait tellement rien à faire qu'il s'est mis à chanter tout le long de l'émission. Le gars, il était dans The Voice, regardez. Comme le dit très bien Rico Macias, les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les hommes, des meneurs de fond, je crois que je vais mourir demain. Hey, oh, c'était les corons. Allez, on tape des mains. Oh, oh, la lumière du port, la les papillons de ma jeunesse. Attention. C'est un peu. C'est votre style, Philippe. Ah bah oui, hein, les gros baraqués comme ça. Mais je pense que pouvait être son style. Ah. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est votre style. Vous l'avez déjà rencontré? J'aimerais me bleu. Non, jamais. Il est sympa. Jamais. Ouais, c'est vrai. On peut essayer. C'est votre style. Hein. C'est votre style, vous, Isabelle? Non, on est très amis. Moi, je l'adore. Et physiquement, il est massif, mais il est musclé. Pourquoi vous ne le présentez pas, Daniel? Je peux te passer. Tu peux bien aider une vieille. Quoi? Je lui passe son 06. Tu dis pas que c'est moi qui te l'ai donné? D'accord. Ah bah. Là, il ne le saura pas, c'est sûr. Voilà, là, ça ne va pas circuler, hein, vous inquiétez pas. Les chéris, le trésor le plus recherché de France, enfin découvert. Ouais. Eh oui, ça y est. Après plus de 31 ans de chasse au trésor, je savais pas du tout cette histoire. C'est quoi cette histoire, Gilles Verdet? C'est une chasse au trésor qui dure depuis 31 ans? Absolument, ça s'appelle la chouette d'or. Une chouette d'or qui vaut quand même à peu près 150 000 euros. Hein, a été enterrée en France. Il fallait résoudre 11 énigmes. Il y a des dizaines de milliers de Français qui sont sur ces traces, qui ont essayé de la trouver. Le problème, c'est que le fondateur de cette chasse au trésor, il est mort à un moment. Ça s'est interrompu, ça a repris. Et puis là, visiblement, c'est la tuile, ça. Absolument. Et visiblement, la chouette a été retrouvée, sans doute dans une forêt des Vosges. Mais ça reste mystérieux quand même. Elle a été lancée en 93. Eh oui, c'est un truc de dingue. C'est la plus grande chasse. Une vidéo des archives. Ah, génial. Une archive. Regardez. On passe des nuits blanches. On y passe des week-ends entiers, on y passe même parfois plus que ça. C'est bien compliqué, ça nous tient bien. Il y a la notion de défi aussi, c'est assez intéressant. Je veux dire, c'est pas un jeu de hasard, faut réfléchir. Là, tu as une rupture dans le muret, ça doit être là. Voilà. Pour vous, la chouette est... Elle est là, la bonne. Les gens sont devenus obsédés par cette traque. Il y a des gens qui ont creusé des murs dans des maisons, il y a des gens qui sont devenus dingues pour trouver cette chouette. Et là, il faut juste encore l'authentification absolue des créateurs. Parce qu'il faut un certificat de conformité en quelque sorte.
Mais voilà, c'est un mystère enfin levé. Il y a un livre qui est sorti, il y a une grosse communauté, parce que les gens s'échangent. Moi, j'ai trouvé la ligne numéro 4, toi, tu as trouvé la 5, on s'échange. Mais c'est incroyable, ça a passionné les gens. C'est génial. Ils l'ont retrouvé enfin. Oui, apparemment, oui. Et elle a de la valeur, cette chouette? 150 000 euros. 150 000 euros, c'est une chouette d'or. Chouette en or. Pas mal. Ah, c'est pas mal, ouais. Voilà, $1 million de coup, francs, du coup, tranquille. Ça le fait bien. Les chéris, il y avait Michel Barnier qui était sur France 2, nouveau Premier ministre. Il s'est d'abord exprimé sur le budget 2025. Il a expliqué qu'il n'excluait pas d'utiliser le 49.3 pour valider le budget. Regarde. Tu m'étonnes. Vous attendez à le passer par un 49.3, ce budget? Il n'y a pas de majorité. Bon. Ni d'ailleurs contre un budget, ni pour. Donc on va voir comment ça se passe. Moi, je souhaiterais qu'il puisse être adopté par l'Assemblée nationale. C'est un budget qui sera difficile, sérieux, responsable. Et puis on verra si on n'y arrivera pas, on utilisera le 49.3, qui est un outil de la Constitution. Voilà, donc il n'exclut pas d'utiliser le 49.3. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de majorité, donc ils sont obligés, entre guillemets, de passer en force, sans doute. Mais pour le moment, il y a de grosses interrogations. On va globalement, l'idée, c'est de taxer les super riches. Vous l'aimez bien? Non. Non. Je vois pas ça. Vous préférez Lucie Castet? Bah évidemment. Alors regardez parce que j'ai un sénateur qui a fait un terrible cauchemar. Regardez, c'est Claude Malhuret du parti Horizon. Il a été incroyable. Quelle rigolade, regardez. Un génie. Incroyable. J'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, Monsieur le Premier ministre. J'étais ici, à cette tribune, et en face de moi, à la place où vous êtes, ce n'était pas vous. C'était Lucie Castet. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, Aymeric Caron, ministre de l'Écologie et des Insectes, Sébastien Delogu, ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants, Louis Boyard, ministre du Développement durable et du Cannabis, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne. Franchement, c'est très drôle. C'est très drôle. Il est connu, c'est Monsieur Punchline. Il est incroyable. Lui, il faut l'inviter. C'est un génie. Extraordinaire. Ça vous a plu ce sketch? Non. C'est drôle en soi, mais c'est aussi ridicule. Donc j'aime pas ça. Bien sûr que c'est drôle. C'est une punchline. C'est une façon de faire passer beaucoup de choses par l'humour, c'est pas ridicule du tout. Bien sûr, exactement. Un bébé. Mais je l'adore, c'est mon idole. Regardez, elle est contente. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? Vous ne connaissiez pas il y a 5 minutes. Attends, il traite, parce que sa cible préférée, c'est Mélenchon. Il la qualifie de sous-commandant Marcos de la Canebière, la liberté d'expression d'un révolutionnaire du Boboland. Mais je l'adore et je le connais, excuse-moi. Vous connaissez oui, je l'adore. C'est tellement bien de faire sourire et l'esprit enfin et pas l'agressivité. Enfin de l'esprit. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence? C'était drôle. Oui, franchement, c'était hyper drôle. Puis bon, quelque part, ils disent tout ce que tout le monde pense tout bas. Alors là, vous allez vous faire un ennemi à Gilles Verdez. J'aime beaucoup Laurence. J'ai l'impression que Michel Barnier marque des points quand même depuis quelques jours, parce qu'il a mis les rieurs de son côté, et puis il a une certaine prestance. Il parle bien, et puis il est posé comme c'est quelqu'un. On voit qu'il a une épaisseur quand même. Et on attendait ça comme dans les temps troubles qui nous agitent aujourd'hui. Je trouve qu'il a quand même une stature qui est rassurante, je trouve. Après, et il tacle avec classe. C'est avec classe que je vis. Merci. Ségolène Royal était sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde. Elle a évoqué le retour du service militaire pour les jeunes délinquants pour lequel elle s'est montrée favorable. Est-ce que moi, je suis pour aussi. Bien sûr. Gilles Verdez, vous êtes pour? Non, totalement contre. Regardez. Je pense que les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des repères, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui les cadraient, qui ont été en échec scolaire, quand ils sont mineurs, il faut toujours espérer réussir à les raccrocher à quelque chose. J'étais contre la suppression du service militaire. Ça permettait à beaucoup de jeunes de comprendre aussi le sens de l'organisation dans la vie, d'avoir un regard bienveillant mais autoritaire sur eux. Alors, qui est d'accord avec Ségolène Royal? Moi, oui. Moi, je suis d'accord avec Ségolène. Oui. Ah, alors, il y a les deux woke. Gilles Verdez et Thomas Guénolé, non, c'est normal. Ils n'aiment pas l'autorité, ils n'aiment pas le respect, ils n'aiment pas le drapeau, ils n'aiment pas la sécurité. Ils n'aiment pas la France. Alors, Laurence, vous allez leur répondre dans un instant. Est-ce qu'on ne laisserait pas parler d'abord un woke Oui. On commence par lequel, Géraldine? Moi, j'ai envie de laisser la parole à Thomas. Allez, c'est parti. Vas-y, Thomas. Merci. Moi, ça commence bien.
Gilles, je suis d'accord avec toi. Gilles, si on commence à se battre entre nous. Ouais, c'est vrai. L'idée de rétablir le service militaire, c'est une connerie qui revient souvent, et pourtant c'est une connerie. Militairement, c'est inutile. On est au XXIe siècle, on a besoin d'une armée professionnelle. On n'a pas besoin de conscrits du service militaire, de jeunes à qui on va apprendre à peine à se servir d'un fusil. Donc c'est militairement inutile. Deuxièmement, c'est pas à l'armée d'éduquer ou de compenser l'éducation des gens. C'est pas son boulot. L'armée, elle est là pour nous défendre. Elle n'est pas là pour faire de l'aide sociale. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas son rôle. C'est pas pour ça que les gens s'engagent dans l'armée. Ils s'engagent pour protéger et défendre. C'est très cher le rétablissement du service militaire, c'est plusieurs milliards par an. Donc on parle d'un truc qui est militairement inutile et très coûteux. Donc ça me fait au moins 2 raisons d'être contre. Et tu l'as écouté ou pas? Tu l'as écouté Thomas ou pas? Et après j'ajoute. Non, elle a dit qu'elle était contre le rétablissement, le retrait du service militaire en général. Elle a dit 2 choses dans son intervention. Et j'ajoute, il y a plein de casernes qui sont désaffectées. Ça tombe bien, l'hiver arrive, on a beaucoup de sans-abri et je préférerais, plutôt que de rétablir le service militaire, qu'on utilise les casernes désaffectées pour en faire des centres d'hébergement d'urgence. Voilà, j'ai fini. Des magots. Bon, Thomas Guénolé, ambassadeur du Wokistan. Des magots. Non, bah ça, alors là, franchement, Gilles Verdez. Moi, j'aime beaucoup Ségolène Royal. Et là, je comprends pas. Bah, elle a raison. Bah non, parce que... Service militaire pour les délinquants, mais non, c'est le côté retour en arrière, vieille France. Il ne peut pas revenir sur des choses qui ont été abandonnées il y a des dizaines d'années. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que ça va si bien en France. C'est comme l'uniforme. Mais je suis contre, Cyril, l'uniforme. L'uniforme, c'est terrible pour les enfants. C'est surtout que ça coûte cher et que ça sert à rien. La tenue des enfants, c'est une manière de les autonomiser, c'est la créativité. Vous allez les brider. T'as raison, les mineurs, en ce moment, ça va très bien pour eux. Vous allez mettre des enfants en uniforme à l'armée, vous allez uniformiser à la chinoise tous nos enfants, c'est ça votre société moderne, mais faites-la sans moi. Mais excusez-moi de vous dire ça, mais pour l'instant, la société actuelle, c'est un peu un échec, Gilles Verdez. Il faut tenter des choses. Oui, mais l'uniforme à l'école, ça marche pas. Si on vous écoute, Gilles Verdez, on ne fait rien malheureusement. Et Gilles Verdez, excusez-moi, mais on ne va pas rester dans l'échec éternellement. Parce que c'est ce qu'il voudrait, lui. Ouais. Non, France de l'immobilisme. J'ai malheureusement pour eux un gros avantage sur les 2 bobos, c'est que moi je l'ai fait mon service militaire. Ah, vous avez vu où vous en êtes aussi, regardez. C'est ça l'exemple. Ah oui, c'est un exemple. Toi, tu as été réformé P4 et... Ah oui, l'armée n'a pas voulu de moi, monsieur. Ah ben voilà. Ah oui. J'aurais dû faire comme l'armée. Voilà. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de choses et tous les camarades avec qui j'ai fait le service, voilà. Maintenant, on ordonne des stages de citoyenneté. Le service militaire, c'est une sorte de stage de citoyenneté. Apprendre plein de valeurs, de camaraderie, d'entraide, de discipline, de faire sa chambre. Pourquoi on l'a supprimé le respect du drapeau, de respect de la hiérarchie. Pourquoi on l'a supprimé? Répondez à la question. Parce que ça coûtait très cher et qu'il n'y avait pas de menaces précises à l'époque. Voilà. On avait besoin d'une armée qui aujourd'hui ne sert absolument à rien. Je te signale que les dernières études, puisque monsieur aime bien les chiffres, montrent que l'armée française, ça permettrait de défendre 100 km de frontières pendant 3 semaines. C'est tout. Après, on a la ramasse. Et c'est le service militaire qui va permettre de... Non. Oui, excuse-moi, mais toutes les armées qui combattent aujourd'hui, elles font appel à des appelés. Notre armée, c'est à peu près la 6e ou la 7e du monde. Mais non, elle sert à une armée qui ne sert à rien. On serait ratatiné. On n'a pas de munitions. Tu connais rien, c'est pas grave. En tout cas, ne serait-ce que pour les jeunes, excuse-moi, on enseigne des valeurs aux jeunes qu'ils n'ont plus aujourd'hui, malheureusement. Je pense plus qu'on soit 6e ou 7e. Non. Ah si. Non, je vous dis 6e. Mais non, mais toi, 6e en... Mais oui. En nombre de bases nucléaires, oui, bien sûr. Vous savez comment c'est calculé ces trucs-là? C'est le nombre de chars, de missiles, d'ogives nucléaires. C'est comme ça qu'on Je dis pas qu'on est au niveau des Américains. Je dis juste qu'il y a beaucoup de pays qui ont des armées moins bonnes que nous. C'est ça que je vous dis. C'est pas la même chose. Oui, mais je vais vous dire. Le niveau nécessaire pour être parmi les meilleurs est plus bas que ce qu'on croit. Mais non, mais vous savez, je vais vous dire, le classement en fait, il est un peu. Je vais vous expliquer comment ils font le classement. Il est complètement tronqué parce que c'est le nombre. Ils font le nombre, donc ça n'a rien à voir. Il y a aussi la qualité. De toute façon, Ségolène Royal, elle ne parle pas de ça. Elle cherche des solutions parce que pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et je suis désolée, le service militaire, c'était justement au temps de communautarisme, on vit tous. Voilà, exactement. C'était la seule année où les classes sociales se mélangeaient et c'était excellent. Et on en a encore plus besoin aujourd'hui. Elle dit pas ça pour améliorer l'armée française. Elle a raison. On en a encore plus besoin aujourd'hui. C'est pas le problème de l'armée française. Pardon, juste, mais je suis d'accord avec. T'es à côté de la plaque. Non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'il faut un effort éducatif, etc., et de réinsertion. Je suis totalement d'accord. Mais c'est pas le boulot des militaires. Les militaires, ils sont là pour nous protéger et nous défendre. Le boulot d'éduquer, c'est l'éducation nationale. Confier l'éducation à des militaires, c'est complètement. Ça n'a rien à voir. C'est en plus. C'est ça qu'elle dit. C'est un truc en plus. Avec le boulot des militaires, parce que quand il y a des grèves ou des trucs comme ça, qui on appelle pour nettoyer les rues et autres, c'est les militaires. Je suis pas d'accord avec ça non plus. Les militaires n'ont pas à
pallier d'autres services. Pour les cantonner à se servir des armes, je suis désolée, le rôle de l'armée, il est multiple. C'est aussi bien le sauvetage des militaires, que c'est le de nous nettoyage, défendre. que S'il vous plaît, Isabelle défonce. Oui, et pardon, mon frère était militaire. Hein. Voilà, il faisait du sauvetage. Il faisait du sauvetage en montagne, il faisait de tout. Donc, au nom de quoi tu dis, vous êtes des militaires, donc vous devez que tirer. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des missions de maintien de la paix. Il y avait un vrai brassage. Moi, alors, juste Isabelle, si je peux me permettre, apparemment, Jean-Michel Maire a bien retenu la leçon parce qu'apparemment, il lui disait vous êtes des militaires, vous devez que tirer. Il n'a pas compris. Il a bien compris ça. Ça, il a bien compris. Oui, on vit pas du tout dans le même pays que Thomas et Gilles, je crois. Vous avez vu toute l'insécurité qu'on a, tous les problèmes de délinquance, etc. Non, c'est un fantasme, oui, mais je crois qu'on vit pas ils sont dans le pays des bisounours. Le service militaire, ça te permet de cadrer les jeunes, ça te permet de renouer avec un sentiment d'appartenance à la patrie. On regarde tous les pays où il y a le service militaire, les gens sont contents d'être disponibles pour leur pays. Vous avez vu les tensions sont en train de s'accumuler partout. Imaginez un jour on a un problème, on voit que le monde est sous tension aujourd'hui. Si on a un problème, on sera bien content d'avoir des réservistes, d'avoir des jeunes qui seront là pour défendre les intérêts du pays. Donc je sais pas dans quel monde vous vivez, les Thomas et les Gilles. Je crois que vous vivez il y a 3 siècles encore, les gars, en 2024. Si je peux me permettre, Thomas Guénolé, parce que j'ai le truc là sous la main. Sachez que la France est la 9e puissance. Bon, j'étais pas loin. Voilà, et 10e, c'est l'Italie. Oui, mais c'est biaisé comme vous l'avez dit. 8e, le Japon. Ouais. 7e, Pakistan. Et on est 9e, c'est pas mal. 6e, Corée du Sud. 5e, Royaume-Uni. Qui sont bien mieux que nous. Tout cela. Oui, le Royaume-Uni est meilleur que nous, oui. Chine, 3e. Mais on est 9e, on n'est pas des Brels. C'est bon. Oh, Russie, 2e. Et États-Unis, 1e, bien entendu. Mais je suis désolé. Attention, ça veut rien dire. Comme Jean-Michel, on s'y connaît un petit peu. Parce que dans le monde de Gilles... s'il vous plaît, Jean-Michel, on s'y connaît un petit peu. Aujourd'hui, il y a des... Je vais vous dire, ça serait compliqué pour nous de rentrer dans un conflit avec des mecs qui... On ne pèse rien. Exact, bien sûr. On ne pèserait qu'en cas d'attaque ultime et qu'on soit obligé de faire... C'est pas vrai, pardon. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle des opérations commando, on est super bon. On est vraiment super bon. La Légion étrangère est l'une des troupes d'élite dans le monde. C'est seul aussi. C'est vrai. Thomas, je t'écoute attentivement, il y a quand même une petite musique qui court parfois, là... chez ces gens d'extrême gauche. Je suis pas d'extrême gauche. Si, je n'ai jamais Hier, été la police, c'est un peu un danger pour notre liberté. Et là, l'armée, en fait, on a l'impression que c'est un gros mot. Non. On a l'impression que quand on dit qu'on va mettre nos enfants délinquants à l'armée, en fait, c'est une insulte. C'est pas leur boulot. C'est quoi le problème, en fait C'est quoi le problème de la Marseillaise, du montée du drapeau, du socle commun? En fait, on a l'impression que ça te révulse, en fait. Pas du tout. On a l'impression que ça te dégoûte au plus profond de toi. En fait, c'est dans ma tête, mais c'est l'impression que tout le monde a quand on t'écoute. Non, c'est parce que vous projetez un cliché sur mon cas. Voilà. Mais j'aurais Laurence. En fait, moi, je suis une ancienne militaire. Ah bah voilà, bien fait pour vous. Alors là, bien fait pour vous. Là, elle vous a mis là. Ouais, je suis une ancienne militaire parachutiste. Et je peux dire que, oui, l'armée, c'est bien, ça donne un cadre aux jeunes, ça leur apprend à se lever de bonne heure, à aller travailler, à respecter l'autorité, ça leur donne plein de valeurs qu'ils n'ont pas forcément. Alors moi, je préférerais voir tous les jeunes à l'armée plutôt que les voir en bas des immeubles à tenir les murs. J'ai envie de dire quelque part, oui, ça leur apprend la vie, puis c'est 1 an. Et quelque part, après, ils respectent aussi le drapeau, ils respectent la patrie. Et puis, si demain on est attaqué, mine de rien, à l'heure actuelle, moi, ça me fait peur. Je sais que si jamais il y avait le service... si, bien sûr que si. Merci, Laurence. Non, mais c'est vrai, Laurence. Elle a tout résumé. Parce que, et Thomas, je vais vous dire, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt pour une guerre? C'est la grande question que tout le monde se pose. Voilà. On recevra, un responsable, un spécialiste la semaine prochaine pour répondre à Thomas Guénolé. Vous en pensez quoi, Laurence, vous qui êtes moi, je dis que si demain on est attaqué, on est mal, quoi. Ça dépend par qui. On est très très mal. Non, c'est pas ça dépend par qui. C'est qu'on est très très mal. Parce que combien de jeunes maintenant peuvent défendre notre pays? Il n'y a que 8 pays qui peuvent Combien de personnes peuvent prendre des armes et défendre notre pays? Mais en munitions, il n'y a que 8 pays qui peuvent nous battre. Il faut arrêter. Même pendant les JO, on a mis un des autres. à mon avis, même pendant les JO, on a fait appel aux autres forces. C'est biaisé, vous avez raison tout à l'heure. C'est biaisé, les chiffres sont biaisés. C'est en nombre de chars, en nombre d'effectifs, etc. Mais bien sûr. Tu as parlé de la Légion qui compte beaucoup de délinquants, puisqu'on leur demande justement pas leur passé. On considère que quand ils sont là, ils reprennent une identité. Donc s'il y a un domaine où il y a des anciens délinquants, c'est bien la Légion. Et toi, tu la cites comme exemple. Jean-Michel. Là, c'est pas ma faute si c'est une troupe d'élite. Je suis Jean-Michel, pour répondre à Thomas Guénolé, c'est vrai que ça intéresse pas mal de monde. Sur que vaut l'armée française, on va avoir un spécialiste. Non, mais quand
En fait, non, il ne se fie qu'au budget attribué par l'État en pourcentage du PIB à la défense. C'est-à-dire combien on consacre pour l'achat de sous-marins, de tanks, de missiles, etc. Mais ça, c'est des armes professionnelles qui ne servent qu'en cas de guerre ultime. Et voilà, évidemment, là, on est craint parce qu'on possède l'arme ultime que ne possèdent pas plein d'autres pays. Mais si c'était une guerre traditionnelle terrestre, on ne tiendrait pas. On n'a pas de tank 40, on a vu combien? Rien. Attends, non, mais il y a la qualité. On a de l'aviation militaire parmi les meilleurs du monde. Mais tu n'y connais absolument rien, toi. Non, mais ne dis pas ça. Malheureusement, tu as une intelligence artificielle dans ton téléphone, tu poses des questions et tu répètes bêtement ce que tu dis. On fait partie des pays qui ont parmi les meilleurs matériels militaires au monde. C'est un fait. Vous avez le droit de dire les faits. Thomas se trompe. Ah ouais. Thomas se trompe parce qu'en fait, notre matériel, il est frappé d'obsolescence. Nos chars manquent d'entretien. On est totalement dépassés. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le manque d'entretien et de munitions. Je parle de la qualité. L'obsolescence et le manque d'entretien. Non, mais Thomas, c'est différent. Ce sont deux choses différentes. La technologie ne sert à rien. La technologie, non, mais je ne laisserai pas dire que notre armée est nulle. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas gagner une guerre sans intervention terrestre. Bien sûr. Voilà. Le fait de bombarder tout ce que tu veux, tu ne gagnes pas. Regarde ce qui s'est passé en Afghanistan. Il faut une invasion terrestre. Ok, mais en intervention terrestre, on est parmi les meilleurs. Thomas, pas tous en même temps. Arrêtez de laisser parler. On n'a plus d'hommes. Donc qu'est-ce que tu veux faire une invasion terrestre? On n'a plus de soldats. On n'a pas de soldats. Donc on ne peut pas. On peut avoir toutes les armes qu'on veut si jamais on n'a personne pour les tenir. Mais vous avez une vision des guerres qui date des guerres napoléoniennes. Je disais, on peut avoir toutes les armes qu'on veut, mais s'il n'y a personne derrière pour la tenir, l'arme, elle ne sert à rien, j'ai envie de dire. Il faut qu'on ait les hommes formés pour pouvoir les tenir, ces armes. Bien, mais vous êtes d'accord que ce n'est pas une question de quantité de troupes, parce qu'on est plus aux guerres napoléoniennes. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Regarde en Russie, en Ukraine en ce moment. Bien sûr. Regarde en Ukraine. Bien sûr. Mais attention, là, il y a deux sujets différents quand même. C'est pas le retour du service militaire. Mais c'est ça, parce que lui, il a pris ça. Comme on va renforcer l'armée française. Ça n'a rien à voir. Mais si c'est pas pour ça, ça ne sert à rien. Ça n'a rien à voir. C'est pour donner des valeurs à des gens. Mais c'est pas l'anglo. Je suis contre au niveau des valeurs. Stop. Je suis contre au niveau des valeurs, mais ça n'a rien à voir avec le renforcement de notre armée. Ça, c'est le matériel, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Et là, il se trouve que, hélas, on est dépassé. Moi, je ne suis pas contre l'armée, mais notre armée, elle est dépassée. C'est pas l'argent qu'on investit, il est souvent mal investi. Même des militaires de haut rang le disent. Bien sûr. Voilà, il faudrait une rénovation de notre matériel. La seule chose qu'on ait, c'est notre dissuasion nucléaire qui fonctionne. Voilà, c'est tout. Guillaume. Non, je pense qu'elle ne parle pas de l'aspect militaire du service, elle parle de l'aspect humain et des valeurs. Et Gilles, toi qui es un grand humaniste, je trouve que pour une fois, au lieu d'avoir quelqu'un qui dit les délinquants c'est des racailles, il faut les foutre en prison, etc., elle a une approche humaniste, elle dit ce sont des jeunes en manque de repères, en manque d'éducation, et à travers ce service qui inculque plein de belles valeurs, on va les aider. Qu'est-ce qui ne te plaît pas là-dedans? Non, l'éducation, ce sont des travailleurs sociaux, des familles. C'est pas un militaire, c'est pas un colonel qui va éduquer nos enfants. Ça n'a rien à voir. Là, oui, si, ça a à voir. Excuse-moi, tout le monde a baissé les bras, les parents, les profs. Il faut un cadre. Qu'est-ce que t'en penses? De base, j'avais mis oui, mais en fait, parce que je me suis dit naturellement, les délinquants, l'armée, pourquoi pas. Mais Thomas m'a fait douter. Ah oui. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est vrai que les gens qui vont à l'armée, c'est par conviction, par envie, et là, ils vont être du coup forcés. Et je comprends pas les délinquants, ça veut dire c'est selon quel délit. Du coup, c'est punition. Ils vont pas rester dans l'armée éternellement. Et du coup, ils vont pas en prison, ils vont à l'armée. C'est ça la punition? C'est quoi? Au lieu de pas aller en prison parce qu'ils vont pas en prison, ils restent en liberté. Mais si les gens ils sont en mode délit, en mode dangereux et qu'ils ont des armes et tout, ça va pas peut-être les matrixer? Non, mais pas du tout, parce qu'ils seront encadrés. Je crois pas. Merci. En tout cas, là, il y a eu 3 sujets en un. C'était du frappe et tout. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a Fabrice Divisio qui arrive. Il arrive. 63% des Français pensent que la justice protège plus les coupables que les victimes. Êtes-vous d'accord? Il va nous en parler. Fabrice Divisio arrive dans un instant. On aura également Fabien Lecoeuvre. Il s'appelle Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre. Amaury Bucco arrive également. Ce sera dans un instant. Sur C8, à tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est Touche pas mon pote. Merci d'être là les chéris. Et Fabrice Divisio nous a rejoint. Merci Fabrizio. Fabrizio, 63% des Français pensent que la justice protège plus les coupables que les victimes. Plus les coupables que les victimes. 63% des Français pensent ça. Est-ce que c'est votre avis? Chez vous, bien entendu. Je vous pose la question. Vous avez vos petites pancartes? Oui, non. Êtes-vous d'accord? Bien entendu, Laurence également. Oui, pour vous, ma chérie, oui.
Bah évidemment, mais il n'y a qu'à regarder notre émission tous les jours. Regardez le cas des squatteurs. Si un squatté vient essayer de récupérer son bien, il sera plus pénalisé qu'un squatteur. Enfin, c'est ça pour tout. Donc évidemment. Et moi, je suis même étonné du chiffre de 63%, parce qu'il y a 80% des Français qui trouvent la justice laxiste. Donc c'est encore pire. Donc c'est évident, il y a un énorme problème. Et il faudrait les responsabiliser. Moi, je voudrais voir ceux qui libèrent, par exemple, regardez, hier, on en a parlé, les 4 OQTF qui avaient fait de la prison, qui sont des gens dangereux, qui ont été libérés pour un problème, parce qu'il y en a un, on lui a donné qu'un repas par jour. Enfin, mais qui fait ça? Mais je voudrais les voir, je voudrais qu'ils aient le courage de venir ici nous expliquer pourquoi ils ont libéré quelqu'un de dangereux, mis les Français en danger pour une virgule ou pour quelque chose comme ça. On les voit jamais. La justice, elle est rendue au nom du peuple français, on ne les voit jamais, ils ne nous expliquent jamais. Il faudrait au moins qu'il y ait un rôle pédagogique, peut-être qu'ils nous ferait changer d'avis, nous faire comprendre. Mais là, on a l'impression qu'on fait tout pour les coupables, qu'on relâche des gens dangereux tout le temps, et on ne les voit jamais, on n'a pas de visage. Géraldine. Ouais, je trouve que je suis d'accord avec toi, Daniel. En fait, moi, c'est toujours ici, on dit, vous savez, il y a un problème d'insécurité, ou est-ce que vous avez le sentiment d'un problème d'insécurité? Et c'est pareil pour la justice. En fait, est-ce que vous trouvez que la justice est juste, ou est-ce que vous trouvez que la justice est un peu injuste ou laxiste? Et moi, j'ai ce sentiment-là, donc je ne sais pas si c'est réel, mais j'ai ce sentiment-là, même dans cette émission, que la justice n'est jamais rendue, ou qu'en tout cas, elle est rendue par des gens qui, idéologiquement, sont pas du côté de la police et sont pas du côté de l'ordre et sont pas du côté des victimes. Alors, c'est une petite musique. Alors, je sais pas, on dit souvent le syndicat de la magistrature, il est extrême gauche, il déteste la police, il déteste l'ordre. Voilà, ils rendent des décisions quand même très du côté des victimes. Donc, moi, je trouve que oui, effectivement, tu as raison. C'est 30% des juges. Hein. Et il y a un truc que je trouve injuste aussi, c'est qu'il y a une erreur de policier, on poursuit le policier. Il y a une erreur des médecins, on poursuit les médecins. Et maître division, on sait quelque chose. Il y a une erreur de la justice, il y a une erreur de la justice. En fait, on ne sait pas, il y a une sorte je trouve, d'impunité de la justice. C'est le seul corps aujourd'hui qui n'est pas responsable, soyons honnêtes. Et Sarkozy avait essayé, effectivement, et ça avait suscité une levée de bouclier terrible. Eh bien, quand, par exemple, Philippine se fait violer ou assassiner, bref, qu'elle disparaît dans des conditions absolument immondes, et que cette juge décide de, malgré tout, laisser sortir cette OQTF, bah pour moi, elle a une responsabilité, en fait. Elle a du sang sur les mains de cette décision. Et je ne comprends pas que personne n'a de compte à rendre, enfin, la justice n'a pas de compte à rendre à... Et les fameux vices de procédure, où vraiment pour une virgule à un endroit d'un papier, on libère quelqu'un d'extrêmement dangereux, c'est le côté faux cul aussi. Ah ben si, Fabrice. C'est plus, disons que les vices de procédure, c'est un truc qui est utilisé par les avocats. Que ça. Ce qu'a dit Fabrice, c'est un peu plus nuancé. C'est un peu plus nuancé que ça. Disons que en fait, la procédure, elle est au service du droit. C'est comme ça. Et après, effectivement, c'est aussi aux gens dont c'est le métier de faire de la procédure et de respecter la procédure. Oui. Non, mais moi, je pense que ce chiffre déjà est vrai. C'est-à-dire que les gens ont réellement perdu foi en la justice. Et il est dangereux parce qu'il va pousser les gens à vouloir faire justice eux-mêmes. Ce chiffre, moi, il veut dire que les Français n'ont plus confiance en la justice. C'est valable pour les OQTF, c'est valable pour les viols, c'est valable pour les agressions, c'est valable pour des affaires beaucoup moins graves aussi. Moi, j'ai eu 2 affaires judiciaires, des affaires de menaces de mort, notamment avec ma femme enceinte. Le mec a été condamné à payer, il n'a jamais payé. Un autre truc, j'en avais parlé ici, où on me devait de l'argent depuis 5 ans. Le mec a été condamné à payer, il n'a jamais payé. Donc en fait, on protège ceux qui font n'importe quoi et les braves gens sont sanctionnés. Voilà. Et je trouve que ce chiffre est dangereux parce que les gens vont finir par se rebeller et on le voit, il y a de plus en plus de gens qui font justice eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus foi en la justice. Oui, ça change. Je vais vous donner un exemple très clair. Cette semaine, je suis convoqué à la police judiciaire pour mon cambriolage. On va en parler. Vous allez en parler. Moi, je leur dis, voilà, mon appartement a été déglingué, on en parlera. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Est-ce qu'il faut que je m'équipe? Est-ce qu'il faut que je prenne une arme, peut-être même non létale? Ils m'ont dit, la police, hein, ne faites rien, parce que si vous avez quelque chose, vous risquez beaucoup plus d'aller au trou que ceux qui sont venus vous déglinguer votre appartement. Comme les squatteurs. C'est incroyable. La police qui me dit ça. Mais oui, c'est vrai. Donc après, il y aura des Thomas et des Gilles qui vont nous expliquer que... Il y a des Gilles déjà qui veulent... Non mais Gilles Verdez, non mais c'est bon. Ok. C'est bon. Il est en train de dire que tu dis des bêtises. Enfin, que c'est normal. Il dit ça. Bien sûr. Ouais. Il ne va pas se faire justice lui-même avec une arme qu'il ne va pas maîtriser. Il va aller en prison pour ça.
On ne peut pas se faire justice soi-même. Et celui qui est venu chez moi qui a déglingué, il n'aura rien. C'est ça. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est pas vrai. Sacha. Ne faites pas justice vous-même. Ça n'a rien à voir avec ce que dit Sacha. Mais Sacha, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Ah bah si, il dit que la police... Pas du tout. Il a dit qu'il risquait beaucoup plus que le cambrioleur. Évidemment. Mais Gilles, moi, c'est là où il y a un problème de justice. C'est ça qu'il est en train de pointer. C'est pas de te faire justice soi-même, c'est en train de pointer qu'il y a un problème dans l'échelle de valeur. Mais Gilles, j'aimerais bien comprendre pourquoi, parce que ce que dit Sacha est vrai, pourquoi Sacha irait plus en prison? Quelle idéologie il y a derrière ça? Pourquoi Sacha, c'est sûr qu'il irait directement en prison, et les autres, non, on prend notre temps, on les laisse dehors. Et pendant ce temps-là, en plus, les victimes, on le dit pas assez, ils payent des frais d'avocat, ça coûte une blinde, ça prend du temps, ça met en dépression. Quelle idéologie est derrière ça? Et moi, je veux juste défendre ma famille à la base. Voilà. Donc moi, je veux protéger mon logement. Et finalement, je risque plus que et mon chien. Et pas que d'ailleurs. Mais ceux qui viennent dans mon logement, qui déglinguent mon logement et qui me font vivre un enfer, eux, ils sont dans la nature, tranquillement, tout va bien, et ils risquent moins que moi qui essaye de protéger tant bien que mal mon logement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas qu'un dysfonctionnement de la justice, j'ai l'impression qu'il y a une idéologie, comme si la justice disait « Oh, les pauvres délinquants, mais non, mais attendez, il faut pas être sympa avec eux. Les braves gens qui bossent, qui payent des impôts, qui n'ont rien demandé, qui s'occupent de leur famille, mais on s'en fout, vas-y, on va les laisser payer, galérer, etc. » Il y a une idéologie derrière ça. C'est la culture de l'excuse. 1981, Badinter, la culture de l'excuse, à partir de là, ça a été foutu. Et on a encore des juges aujourd'hui qui sont comme ça. Il y a 30% des juges qui font partie du syndicat de la magistrature. On est foutu, l'idéologie, on est foutu pour très longtemps. Et quand les ministres de l'Intérieur successifs font les gros bras et disent mais ça ne sera pas suivi par la justice. Ils sont gangrénés par une idéologie que véhiculent nos deux amis qui vont parler maintenant. Alors, j'aimerais avoir d'abord Fabrice Divisio, s'il vous plaît. Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est-à-dire que ce sentiment, on ne peut pas commenter un sentiment, en fait. Est-ce que moi, j'ai ce sentiment-là? La réponse est plutôt oui. Mais paradoxalement, quand je regarde effectivement de manière un peu avec le recul et les chiffres qui nous sont donnés, on a l'impression que mon sentiment est erroné. Donc c'est ça, ce grand espèce de grand décalage. Par exemple, parler de Badinter, vous savez qu'en Badinter, en 1983, j'ai cette interview en tête, dans laquelle déjà il fustigeait un sondage sur le laxisme de la justice. Et il expliquait qu'on condamnait plus en 83 qu'en 78. Il y avait peut-être plus de délinquants, tout ça. Non, mais peut-être. Mais ce que j'observe, c'est que la France fait partie des pays. Il y a un très bon article paru à l'actu juridique du contrôleur général des prisons qui donne des chiffres. La France fait partie de la petite poignée de pays qui continue d'incarcérer de plus en plus. Ouais. On a moins 12% en Italie, on a moins 24% en Espagne, et on a construit de plus en plus de places de prison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de construire de places de prison. Le comité des ministres européens nous a interdit, pour faire simple, de construire effectivement des prisons. Alors on peut s'en affranchir, mais c'est très compliqué. Et il y a quand même un élément que je voulais quand même relever, c'est qu'il faut bien que vous compreniez que le quantum moyen des peines, c'est-à-dire la longueur des peines, a augmenté de 11% depuis 2019. Normalement, depuis quelques années maintenant, on n'a plus le droit. Il y a un aménagement automatique des peines de moins de 6 mois. Et les magistrats s'arrangent pour condamner à 7 mois ou à 8 mois pour pouvoir incarcérer. Et c'est quand même intéressant parce que, si vous voulez, ça dit quoi ? Ça dit que la part d'incarcération dans les jugements pénaux est passée de 12% en 2012 à 18%. Ouais, donc qu'est-ce qu'on met dernier point quand même, ce que j'ai dit tout à l'heure en plateau, c'est que par contre, il y a un truc en bout de la chaîne, c'est qu'on a l'Union des syndicats de magistrats, donc qui est l'autre syndicat, dit qu'en gros, on est entre 25 et 30% de peines qui ne sont pas exécutées. Non, je veux bien vos chiffres, Fabrice, mais pardonnez-moi de vous le dire, vous dites une énorme bêtise. Pourquoi cette même police qui me parle cette semaine me dit, nous, on veut bien faire le travail. Parfois, on reste 6 mois, 8 mois, 10 mois sur des enquêtes. On trouve les délinquants, on les arrête et ils sortent 48 heures après. Parce qu'il n'y a pas de réponse pénale dans ce pays. Parce qu'on essaye de correctionnaliser les peines. C'est les forces de l'ordre qui le disent. Ils sont au bout du rouleau. Ils essayent de faire leur travail tant bien que mal et ils voient que derrière, la justice ne suit pas. Que la réponse pénale est absente et qu'on essaye de correctionnaliser les peines et que des gens qui risquent 15, 20 ans de prison finalement en font 7, etc. Non, ça, c'est pas tout à fait vrai. Les Français ont peur, les délinquants n'ont plus peur. Voilà, les délinquants n'ont plus peur parce que qu'est-ce qu'ils risquent ? Une fois sur deux, ils ont un rappel à la loi, ils ont du sursis. Ils ont un bracelet électronique. Un bracelet électronique, c'est quoi ? Vous êtes chez vous, vous regardez Netflix, tranquille, vous jouez à la PlayStation. Voilà. Donc ça fait absolument plus peur à personne. Et pourquoi il y a autant de récidives ?
Parce que vous savez très bien que même si une fois que vous avez une peine, vous reprenez une peine, c'est pareil, vous êtes chez vous avec un bracelet. J'ai un copain avec un bracelet. Il sort de 10h du matin à 17h, le reste, après, il rentre chez sa femme avec ses enfants tranquilles. Il y a un élément que donne Jean-Michel qui est vrai. C'est important ce que dit Jean-Michel sur un point. Moi, je l'ai constaté dans ma modeste carrière, et les confrères partagent cet avis. C'est qu'au fond, il y a un système un peu pervers aujourd'hui qui fait que l'honnête citoyen, je pense pas dire ça comme ça, mais disons le type à qui faute une fois et qui a très peur de la justice pénale. Et finalement, les délinquants d'habitude, appelons-les comme ça, eux ont pas peur. En fait, c'est ce système assez curieux qui fait que finalement, on a l'impression qu'une personne qui a tout bien fait va être plus punie. C'est un peu l'idée. Moi, j'ai une anecdote comme ça d'un dossier où je substitue une de mes associés et je suis arrivé. En fait, j'étais le seul à pas le connaître, le prévenu. Le magistrat, le président le connaissait, le procureur le connaissait. Ils étaient quasiment entre eux, quoi. Il en était à sa 4e ou 5e comparution et je discutais avec le parquet qui me disait le problème, c'est qu'on est démunis. Il dit au bout d'un moment, ok, qu'est-ce qu'on fait finalement? On ne peut pas l'incarcérer à vie, qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, le problème c'est qu'on n'a plus de conseillers d'insertion et de probation. Il faut savoir qu'en prison, un conseiller d'insertion et de probation, normalement la moyenne c'est 1 pour 50. Un conseiller pour 50 détenus. En France, on est plutôt à 1 pour 110 pour 120. Donc déjà, on a un vrai problème de suivi. Or, c'est ça qui va prévenir la récidive en fait. Et donc c'est ça qui est compliqué. Vous êtes prêts à vous énerver? Ouais. Allez. Thomas Guénolé. Alors, je voudrais juste prendre la défense de la justice en tant que profession, c'est-à-dire les magistrats. Non, ils ne sont pas laxistes. Ils ne sont pas laxistes du tout. On a une justice qui condamne. On a 1 demi-million de condamnations par an à peu près. C'est pas rien. Hein. Et un quart des condamnés, c'est de la prison. Donc qu'on se raconte pas des histoires. La justice, elle est sévère. C'est pas là qu'est le problème. En fait, c'est un problème. Attends. Non, mais je te dis pas que ton vécu. Attends, entends-moi bien. Non, mais il n'y a pas que mon vécu. Ça j'aurais pu te le dire il y a une semaine avant mon cambriolage. Je te dis pas que ce qui t'arrive n'existe pas. Entends-moi bien. D'accord ? Je suis pas le seul. Je te dis pas que t'es pas le seul. Des raquettes, des vols, des viols, des agressions, il y en a tous les jours. Tous les jours. Pas laxiste. C'est pas un problème de laxisme, c'est un problème d'embouteillage. C'est un problème d'embouteillage et pour être sûr, je vérifie avant de venir. Non, c'est d'abord un problème, pas seulement, mais c'est d'abord un problème d'embouteillage. On a 11 juges pour 100 000 habitants en France. C'est ça. La moyenne européenne, c'est le double. C'est le double. C'est encore les moyens, le problème. Mais oui. Comment tu veux? Mais bien sûr. Et les procureurs, laissez-le parler. C'est encore pire pour les procureurs. Les procureurs, on en a 3 pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 12. C'est le quadruple. Et pendant ce temps-là, et alors il y a un truc qu'on oublie tout le temps, c'est les greffiers, parce que pour que la machine administrative judiciaire fonctionne, il faut des greffiers. Il y a certains tribunaux où ils sont en sous-effectif de 20%, c'est les chiffres officiels, mais à mon avis, en fait, je ne sais pas ce que vous serez d'accord, il y a des cas où c'est encore pire. Et donc, en fait, pourquoi les policiers ils sont furieux? Et je les comprends, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ils font tout le boulot, il n'y a plus qu'à mettre les mecs en tôle, et derrière, l'affaire n'est pas traitée. Pourquoi ? Parce qu'ils fonctionnent comme une gare de triage, les magistrats, en se disant « Non mais ça, c'est pas assez important par rapport à toute la pile que j'ai, donc je vais la relâcher parce que j'ai tous les autres à traiter et que mes journées font que 24 heures. » Et donc la réponse à votre truc, à mon avis, c'est d'abord de recruter 2 fois plus de juges et 4 fois plus de procureurs. Et là, on aura avancé. Alors, parce qu'il faut résoudre le problème, quand même. Ça change. Vous avez tort. Vous avez forcément raison sur les chiffres, mais vous avez tort parce que vous niez la part idéologique quand même. Voilà. Elle existe. Non, mais on peut en discuter. Je ne la dis pas majoritaire. Je dis qu'elle existe, en fait. Nous, on est cons, hein. Et que cette part idéologique, elle pèse quand même. Et qu'aujourd'hui, moi j'en suis à un point, par exemple, je me dis souvent, vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a le procès de Marine Le Pen. Bon, la justice dira ce qu'elle a à dire, mais je me dis, si je suis l'avocat dans ce dossier, forcément qu'à un moment, je me dis, les types qui sont en face, là, je me pose la question de savoir s'ils sont syndiqués au syndicat de la magistrature, quand même. Et je me demande si, à un moment donné, c'est pas un motif de récusation des magistrats. Puisque finalement, vous savez, regardez ce qui s'est passé, vous savez très bien aujourd'hui qu'en fait, soyons honnêtes, et on est entre nous, soyons honnêtes, si vous êtes d'un certain bord politique, c'est quand même plus facile que si vous êtes de l'autre. C'est comme ça. On va pas se mentir. Et je la dis pas majoritaire, cette situation, mais je dis qu'elle existe et qu'elle procède aussi du sentiment d'insécurité des Français. Et c'est comme ça. Je la dis pas majoritaire. Mélenchon a été condamné en justice, c'est pour ça que je vous dis ça. Non, mais moi, je suis acteur judiciaire, si vous voulez. Moi, je suis au quotidien dans les tribunaux. Pour répondre à Géraldine Maillet, c'est ce qui pose la question de à quoi j'occupais mes journées hier soir. Je lui réponds en la rassurant, je m'occupe quand même de mon cabinet. Hein, vous êtes beaucoup ici aussi. Hein. Et que, effectivement, moi, j'ai pas cette délinquance du quotidien. Moi, j'ai des très gros dossiers qui s'étalent sur 3 ou 4 ans. Et c'est ça qui est très compliqué. Si vous voulez, c'est que nous, on a des très gros dossiers, mais il faut aussi voir un autre truc qui pose un problème. C'est cette part de la détention provisoire. On a 30%
des places de prison qui sont occupées par la détention provisoire. Ça, c'est un problème qui pose une difficulté. Et ça me permet effectivement de répondre à un point. Je fais une digression, mais je voulais la faire au début, je la fais à la fin. Qui est effectivement, vous m'avez posé la question hier soir, pourquoi je venais. Je crois que c'est important que je réponde à cette question un tout petit peu quand même, pour la raison suivante. Parce qu'il m'arrive un truc. Il m'est arrivé un truc après l'émission, c'est que j'ai reçu un SMS d'un peu importe de qui, d'un journaliste qui m'avait invité sur un plateau et qui me dit écoutez, j'ai vu avec ma rédac, votre présence sur TPMP est quand même un énorme problème pour nous, et donc effectivement, je pourrais pas vous inviter. Et j'ai trouvé ça amusant, parce qu'il ajoute un truc assez marrant, il dit, alors que vous avez l'envergure, j'aime beaucoup ce mot, c'est gentil, d'être effectivement en débat important avec des Patrick Cohen sur France 5, etc. Bon, alors c'est à vous ce que vous voulez. Et vous me posez la question de pourquoi je viens. Eh bien, je viens pour ça. Je viens parce qu'à un moment donné, vous voyez tous ces gens-là qui disent qu'il y a un sentiment d'insécurité, eh ben, ils sont méprisés. La vérité, elle est là. C'est qu'on leur donne des leçons. On leur dit effectivement, non mais t'as tort de penser ce que tu penses. Que en gros, sur tous les plateaux télé, on passe notre temps à leur expliquer qu'ils ont tort d'avoir peur, qu'ils ont tort effectivement. Et ben ici, on est dans une forme d'agora. Ce qui me plaît, c'est qu'effectivement, on a encore la liberté de dire des choses. Et c'est important parce que au fond, on m'a même dit hier soir quelque chose d'important. On m'a dit, la population qui regarde TPMP, vous savez, c'est les bacs -12. Mais comment on peut en arriver là à un moment donné? Comment on peut en arriver à mépriser toute une partie des Français? Et c'est les mêmes qu'on méprise en fait depuis des années. C'est les mêmes. Bien sûr. Mais d'accord. Mais c'est les mêmes qu'on dit depuis des années. Alors moi, je vais vous dire, ma place, effectivement, moi je m'en fous pour le coup. Pour répondre à une question comme sur ce point hier soir, vous savez, venir ici, ça a préjudicié à ma carrière. Ça ne l'a pas boosté, ça l'a préjudicié à ma carrière. Il faut être clair. Mais je continuerai de venir. Parce que c'est cette frange de Français à qui on dit ce qu'il faut penser en permanence. Parce que c'est celle-là qu'on a marre qu'on lui dise ce qu'il faut penser. Et moi, je suis là, effectivement, je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Ils ont un sentiment, on en débat, et ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent penser. Exactement. Bravo. 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 Dividio, j'adore, il est fort, franchement il est fort, franchement il envoie du pâté. Oui. La deuxième partie de l'intervention, je souscris. En revanche, je bondis et je suis en colère contre vous sur la suspicion que vous avez jetée à l'encontre des magistrats. Vous avez dit que les juges... Oui, mais faites pas cette petite moue, Fabrice, parce que vous avez dit que les magistrats jugeaient en fonction d'une idéologie politique. Non, j'ai dit et ça, c'est scandaleux. C'est totalement faux. Ce que vous dites sur le syndicat de la magistrature, ce que vous dites sur le syndicat de la magistrature est une hérésie. Fréquentez les tribunaux. Vous le savez, il n'y a pas de jugement en fonction d'un bord politique, en fonction de je suis à gauche. Et ce que vous dites, sur le Rassemblement national et Marine Le Pen, c'est abject. Vous êtes en train de présupposer qu'une condamnation éventuelle serait liée à une idéologie des juges. Mais Fabrice Divisio, vous êtes avocat, vous ne pouvez pas dire ça. C'est bon. Non, je si le syndicat de la magistrature était à l'extrême droite, je pense que ça te poserait un problème. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas nier que le syndicat de la magistrature, eh bien, on se demande parfois, ils réclament l'indépendance de la justice et ils ont raison, simplement ils se mêlent de la vie politique en permanence quand même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une mesure un peu coercitive, une mesure un peu contraignante ou une mesure de protection de l'ordre public, peu importe, on en pense qu'on veut, hein, vous avez immédiatement le syndicat de la magistrature, et c'est son droit le plus élémentaire, qui gueule effectivement en disant finalement c'est un syndicat à gauche, ils ont le droit d'être à gauche. Simplement, la vérité elle est quand même que vous ne pouvez pas nier cette part d'idéologie, c'est tout. On va finir avec Polska, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je comprends l'argument qu'il y a peu d'effectifs, mais en fait pourquoi ce peu d'effectifs, pourquoi ce peu de personnes prennent des mauvaises décisions? Pourquoi ils condamnent, par exemple, peu ou pas du tout les violeurs, les pédophiles? Pourquoi ils relâchent des OQTF? En fait, pourquoi je comprends pas. Moi, par exemple, quand je me suis déjà fait agresser plusieurs fois, je suis même pas allée porter plainte parce que je me suis dit ça sert à rien. Et je sais qu'il y a plein de personnes dans mon cas. Donc, c'est l'embouteillage. Le problème fondamental, c'est la justice et ça va créer des coupables. Merci. C'est ça le problème. Polska, c'est important ce qu'elle a dit. Polska, merci à tous d'avoir réagi. On va se retrouver dans un instant. Merci Fabrice Divisio. Amaury Bucco, Fabien Lecoeuf, Bertrand Dekers. C'est le trio gagnant. Tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 20h47. On est n'en touche pas à mon poste. Merci Fabien Lecoeuf d'être là. Merci Bertrand Dekers. On a appris une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Triste nouvelle avec la disparition de Michel Blanc, qui était venu nous voir ici pour le film Docteur. Je me rappelle à l'époque. Il était venu. Je l'avais adoré, Michel Blanc. Très immense acteur qui nous a quittés malheureusement aujourd'hui. Fabien. Ben oui, il nous a quittés tristement, cette nuit d'ailleurs, à la suite. Alors, selon RTL, on lui avait injecté un produit pour passer un examen.
général. Et puis, il a fait une attaque cardiaque dans la soirée d'hier. Et ils l'ont amené à l'hôpital. Et malheureusement, il est décédé ce matin. Un choc anaphylaxique. Oui, une allergie. Gilles. Voilà. Oui, c'est terrible parce que c'est extrêmement soudain. 72 ans, il n'y avait pas de signe annonciateur. Et c'est un choc immense, à la fois acteur populaire, puis devenu acteur dramatique. C'est un des acteurs les plus emblématiques du cinéma français qui nous a quittés. Et en fait, ce matin, justement, Jean-Pierre Foucault a réagi à l'hommage qu'a rendu Rachida Dati ce matin. Bien sûr. Elle a rendu un très bel hommage, Rachida, à cet immense acteur, mais elle a oublié de citer un nom d'un réalisateur, un seul nom. C'est le nom de Patrice Lecomte. Parce que c'est lui quand même qui a fait Les Bronzés à partir de 78, puis Les Bronzés font du ski en 79 et d'autres films. Elle a cité dans son communiqué de presse des réalisateurs, Tavernier et d'autres, mais elle n'a pas cité Patrice Lecomte. Oui, bon, et à ce moment-là, oui, Jean-Pierre Foucault, à juste titre d'ailleurs, il s'est exprimé pour dire mais et Patrice Lecomte, parce qu'il avait quand même été le révélateur de ce grand acteur. Bien sûr, oui. Très bel hommage en tout cas de Rachida Dati, oui, très bel tout le monde, de Gérard Jugnot bien entendu, de Josiane Balasco aussi. Et c'est vrai que c'est un des plus grands acteurs français que nous Oui, parce que c'était d'abord Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Mais lui-même, et des répliques incroyables, mais lui-même à un moment avait dit je voudrais travailler sur autre chose. Il bossait énormément. Il a réussi. Et voilà, et il disait, ce rôle-là, il n'y a plus de surprise. Et donc, il était devenu un acteur dramatique, un réalisateur de talent aussi. Il avait fini par avoir un César du meilleur second rôle, qui était un couronnement. Voilà, il avait été primé à Cannes. Donc, c'est à la fois acteur populaire et acteur primé. Oui, et puis un vrai acteur. Il avait grandi à Puteaux, dans la banlieue parisienne, entre Puteaux et Colombes, où habitaient ses parents et ses grands-parents. Mais ses parents étaient très inquiets de lui quand il était enfant, évidemment, parce que Josiane, sa maman, elle était inquiète parce qu'il lui avait détecté un souffle au cœur, déjà, quand il était enfant. Donc, elle faisait très attention à cet enfant surprotégé, en tout cas durant sa jeune enfance. Merci. En tout cas, on pense fort à sa famille et à lui. Va nous manquer, en tout cas, Michel Blanc. Bertrand Deckers, Prince Harry, de plus en plus seul. Le divorce avec Meghan est-il proche? Eh bien, on parle de divorce. En effet, on se pose vraiment la question. Eh ouais. Jusqu'ici, c'était des rumeurs parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que divorce il y ait. Parce que si divorce il y avait, ça voudrait donc dire que Harry rentrerait au bercail. Et à Londres, il y a beaucoup d'Anglais qui continuent à adorer Harry. Harry, ça restera toujours le petit enfant qui suit le cercueil de sa mère et pleurer. Mais là, il est vrai que factuellement, ici, on est en droit de se poser la question parce que depuis un voyage qu'ils ont fait en Colombie mi-août, ils n'ont plus été vus ensemble à une seule reprise. Harry ne cesse de passer son temps à faire des activités et des déplacements seuls. Et des grands déplacements, des déplacements qui sont très médiatisés. Il a été à New York, où il a été reçu au siège de l'ONU. Il était seul. Il est rentré à Londres, à nouveau, pour remettre des prix dans le cadre d'une association qui était parrainée par Diana. Il était seul. Il vient de partir au Lesotho. Il était seul. C'est quand même un très grand voyage. Il était seul. À l'heure où l'on se parle, il est en Afrique du Sud. Il est seul, à nouveau. Et en plus d'être seul, ce qui est très interpellant, c'est qu'il est en train de renouer, on le voit, de plus en plus avec un côté princier. Et il se dit que ça lui manque, le sens du devoir qu'on lui a inculqué, alors que Meghan garde vraiment ses distances. Donc il y aurait plus que de l'eau dans le gaz. Merci Bertrand Deckers. Il y aurait de l'eau dans la gazasse. La star américaine P. Diddy accusée de viol. Et c'est vrai que ça arrive même en France, cette affaire. C'est ça qui est incroyable. C'est une affaire incroyable. J'aimerais qu'on la raconte à nos téléspectateurs parce que ça va toucher la France apparemment en plus. Il y a énormément de révélations. Alors donc P. Diddy, c'est donc un rappeur bien connu de 54 ans qui est actuellement en détention provisoire à New York. Il y a 120 nouvelles victimes qui se sont manifestées et il est accusé d'agression sexuelle. Il faut savoir qu'il avait proposé une caution de 50 millions de dollars pour sortir. La justice a refusé tellement c'est grave. Il faut savoir également que des avocats des victimes ont créé une ligne ouverte pour que les gens puissent appeler. 3200 personnes ont appelé, Cyril. Des mineurs, des majeurs, les parents de mineurs qui appellent. Voilà. Donc l'affaire prend des proportions incroyables. Oui, mais j'aimerais qu'on raconte bien. Français. Alors aujourd'hui, on parle d'artistes français et puis on va parler du cas de Justin Bieber parce que là vous racontez rien. On parle d'artistes français qui auraient été invités aux soirées. Oui, mais là on comprend rien. C'est quoi les soirées? Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai rien suivi de l'histoire. Donc c'est quoi l'histoire? De stars à Hollywood où P. Diddy invitait beaucoup de personnalités publiques. Durant ces soirées, il y aurait eu des viols qui auraient été commis, beaucoup de parties fines aussi avec des actes aussi consentis. Il y aurait eu certains mineurs, et on parlait du cas de Justin Bieber, l'autre jour Gilles en parlait, Justin Bieber qui était tout gamin, qui avait 10, 11, 12 ans, qui était là présent lors de ces soirées. Et il y a de plus en plus de vidéos qui ressortent de Justin Bieber à cet âge-là,
avec P. Diddy à côté de lui, en train de le toucher un peu, en train de le prendre sous son aile. Donc c'était une espèce de relation un peu bizarre, paternelle qu'il avait avec lui. Il y a beaucoup de doutes sur la relation entre P. Diddy et Justin. Il a écrit un son là d'ailleurs, Justin Bieber. Hein. Ouais, il refusait de parler de ça et là il va commencer à s'exprimer autour de ça. Et l'autre info, c'est qu'il y a plusieurs artistes français qui auraient été, ça se dit de plus en plus, qui auraient participé à ces soirées. Et il y a l'artiste 50 Cent qui est un rival de P. Diddy qui prépare un gros documentaire pour Netflix pour tout raconter sur ces soirées. Mais juste oui, juste. Alors il y a aussi l'histoire des enfants, Cyril. Exactement. Il y a 2 enfants qui là ont fait des révélations. Il y a une petite fille adoptive de P. Diddy. Il y a une vidéo de 2020 où cette petite fille, elle est avec P. Diddy et plein d'hommes, des rappeurs, etc. Et P. Diddy dit, je l'ai trouvée dans la rue, je l'ai adoptée, etc. Cette vidéo de 2020, elle ressort aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle est derrière vous. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette petite fille qui s'appelle Ava? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Voilà. Est-ce qu'elle a été abusée à l'époque? Il dit, sa maman m'a autorisé à l'adopter, elle a 2 parents merveilleux. Ça paraît aujourd'hui surréaliste. Et il y a un autre enfant qui s'appelle Justin, qui avait 6 ans. Et il se souvient qu'il était à des soirées et il dit, il y avait beaucoup d'herbes et des groupes de femmes seins nus, on était tous dans la piscine. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a énormément de mineurs qui également ont été abusés? Et surtout, apparemment, il y a des rappeurs français qui seraient dedans. 2 rappeurs français au moins, c'est des noms qui circulent. Il y a notamment une femme, une ex-stripteaseuse qui a témoigné cette nuit dans un live sur Twitch, qui est persuadée, qui dit qu'elle était là, qu'elle a vu un rappeur français qui aurait eu des rapports sexuels avec P. Diddy, qui aurait participé à ces soirées. Voilà, P. Diddy, on lui reproche des faits de viol sur des femmes, sur des hommes, des faits de violence aussi sur son ex Cassie, qui était la chanteuse, souvenez-vous, qu'il avait tabassé dans un hôtel, si on avait vu la vidéo, et aussi sur des enfants, petits garçons, petites filles, malheureusement. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, Jean Rock s'est exprimé aussi, le célèbre homme de la nuit parisienne et de Cannes. Il s'est exprimé en disant récemment, il a souvent reçu, en tout cas, Puff Daddy dans ses boîtes, il avait toujours un comportement un peu limite avec le personnel et avec d'autres gens qui étaient présents dans la soirée. C'est ce qu'a dit Jean Rock. Et aux États-Unis aujourd'hui, la presse court que c'est une affaire aussi importante que Weinstein. Exactement. Même plus. Donc c'est quand même plus important. Plus important. Oui, exactement. Et Jean Rock est un amour. J'embrasse fort mon Jean Rock. On va parler maintenant, justement, on va parler de Jean Dujardin, rien à voir, de Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Ah oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Je vous avais annoncé d'ailleurs ici le planning de Céline Dion, souvenez-vous. Ouais. Et vous savez qu'au mois de, elle va sortir un album en anglais au mois d'avril. Ouais. Ça on le sait. C'est produit par René Charles. Ouais. Oui, Céline Dion. Je parle de Céline Dion. Et puis elle avait prévu de faire un album en français pour la rentrée 2025. Et elle s'est tournée naturellement vers Jean-Jacques Goldman, évidemment, puisqu'il lui avait déjà écrit un album qui s'est vendu, je le rappelle quand même, à plus de 10 millions d'exemplaires. Rien que dans les pays francophones, c'est un record aujourd'hui dans l'histoire du disque. Et il lui a écrit actuellement 2 chansons pour cet album qui devrait sortir en octobre 2025. Mais la bonne surprise aussi, c'est qu'elle a l'intention de remonter sur scène à Vegas novembre et décembre l'année prochaine pour un show qui va durer pendant 60 jours. Et il paraît, les rumeurs disent aujourd'hui qu'elle devrait signer en France 6 mois dans une salle parisienne. Alors on ne sait pas si c'est l'Olympia, si c'est le Grand Rex, si c'est le Palais des Congrès, on ne sait pas encore la salle. Elle veut rester 6 mois sur scène, comme avait fait un jour Florent Pagny, Yves Montand ou Sardou, d'autres grands artistes comme elle, parce qu'elle estime qu'elle veut plus se déplacer dans toute l'Europe. Elle veut chanter à Paris pendant 6 mois et que l'Europe se déplace à Paris. Voilà vraiment le planning de Céline Dion. Et la bonne nouvelle, c'est quand même Jean-Jacques Goldman, parce que c'est le type qui lui fait quand même les costumes sur mesure en chanson. Iris Mittener, traumatisée. Les dernières infos, Gilles. Oui, alors Iris Mittener, en fait, elle est paniquée par son ex, qui donc est accusé de violence conjugale. Et là, l'affaire rebondit parce qu'on s'aperçoit que les violences conjugales duraient depuis longtemps, plusieurs mois de violences conjugales. C'est un homme récidiviste qui a un casier judiciaire, plusieurs condamnations. Et en fait, aujourd'hui, elle a peur. Voilà. Alors, l'homme sera jugé, mais cette relation a été extrêmement toxique et elle a été, sa tête a été tapée contre les murs. Elle a reçu des coups. Et en fait, depuis le début de leur liaison, qui paraissait, même pour les journaux People, c'était caché. Mais les paparazzi les traquaient, ça paraissait une relation. Il l'emmenait un peu dans le monde entier. Il avait un logement extraordinaire à Montmartre. Mais en fait, elle est tombée sur quelqu'un. Alors, la justice dira, mais elle est tombée sur quelqu'un qui, visiblement, est habitué récidiviste en matière de violence conjugale. Et surtout, elle ne veut pas se présenter au tribunal. Elle a refusé d'aller au tribunal parce qu'elle est encore sous un choc psychologique du comportement
de ce fameux Bruno. Et lui, Bruno Pelat, a une interdiction bien de rentrer en contact, évidemment, avec elle. Ouais, ça, c'est rigoureux et ça, c'est tombé hier soir. Elle a demandé que le procès soit reporté. Effectivement. Elle a des choses à dire, mais elle est très... Je pense qu'elle a des choses à dire, mais elle attend peut-être avoir un peu de recul sur tout ça pour pouvoir trancher et que la justice comprenne bien ce qui s'est passé. Mais c'est typique des violences conjugales, c'est un phénomène d'emprise. Voilà. Amaury Bucco, justement, un homme prend du sursis pour avoir demandé des photos dénudées à une fillette de 9 ans. Oui, tout à fait. En fait, les faits remontent à décembre 2021. Vous avez une fillette de 9 ans qui utilise la tablette de ses parents et qui, par des messageries, entre en contact avec un homme d'une trentaine d'années qui lui demande d'échanger des photos dénudées. La petite fille s'exécute. Heureusement, un peu plus tard, j'allais dire trop tard, mais la mère de la fillette finit par tomber sur cette conversation et confisque la tablette et bien sûr va porter plainte. Grâce à l'adresse IP, on arrive à retrouver l'identité du suspect. Il est interpellé. C'est un homme âgé d'une trentaine d'années et il a donc été jugé ce mardi 2 octobre. Et face au juge, il a effectivement indiqué qu'il s'était rendu compte trop tard que c'était grave. Il a aussi expliqué qu'il était timide, qu'il n'osait pas aborder les femmes en direct et donc il passait par des messageries. Alors à sa décharge, la fillette lui avait dit qu'elle avait 20 ans, mais comme il lui a demandé explicitement des photos de ses parties génitales qu'elle lui a envoyées, le tribunal a quand même considéré qu'il pouvait avoir connaissance de son âge. Parce que, je suis désolé, mais les parties génitales d'une petite fille de 9 ans ne sont pas celles d'une femme de 20 ans. D'autant que cet homme, il avait été condamné déjà en mars 2021 pour des faits de corruption de mineurs, c'est-à-dire des faits exactement similaires. Donc il aurait dû évidemment être vigilant et donc il a été condamné effectivement à 12 mois de prison avec sursis. Calvaire des habitants d'une commune, un squatteur sous OQTF transforme une maison inoccupée en point de deal. Oui, en fait, ça commence en 2017. Vous avez un vieux monsieur de 97 ans qui habite une belle maison, qui décède, hélas, et qui n'a pas de descendants. Donc, la maison devient abandonnée, il n'a pas d'héritier. Et à ce moment-là, sa maison devient un spot pour des explorations urbaines. Vous savez, c'est des gens qui, en général, filment leurs explorations dans des lieux abandonnés et qui, ensuite, montrent les images sur les réseaux sociaux. Et c'est sans doute comme ça qu'il y a un homme de 26 ans qui est de nationalité polonaise qui prend connaissance des lieux et qui décide de s'y installer en février dernier. Quand le maire apprend qu'il y a un squatteur dans la maison, il fait tout pour tenter de déloger, mais c'est trop tard. En fait, 72 heures se sont déjà écoulées, c'est la trêve hivernale, et lui a mis un cadenas sur le portail, et donc on ne peut plus le déloger. Alors, le squatteur prend très rapidement ses aises, puisqu'effectivement, depuis, toutes sortes de trafics se sont installés autour de cette maison, trafic notamment de stupéfiants, puisque l'endroit est devenu un point de deal. Il y a régulièrement des fêtes avec du tapage, des grosses berlines noires qui s'arrêtent devant cette maison, des gens à scooter, à vélo. C'est un calvaire pour les voisins. Certains disent qu'ils dorment avec des battes de baseball et des couteaux parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Vous en avez un qui a été mordu par un chien qui est dans cette maison. Et donc le maire a tout fait pour le faire sortir de cette maison. Il lui a coupé l'eau, l'électricité. Alors là, il y a une petite anecdote quand même incroyable, c'est qu'il a demandé à Enedis de venir couper l'électricité. Ouais. L'agent Enedis arrive sur place et qu'est-ce qu'il fait? Il lui propose un abonnement. Squatter. Donc n'importe quoi. Incroyable. Donc cet homme, il est toujours là. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il est maintenant sous OQTF, obligation de quitter le territoire. En fait, il avait déjà été expulsé par le passé de l'Espagne et du Portugal. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'attend la France pour le mettre dans un centre de rétention et l'expulser? Eh bien, il n'y a plus de place dans le centre de rétention à Lyon, qui est le plus proche. Il faut savoir, dans les centres de rétention, il y a 2000 places pour toute la France. Et vous avez environ 120 000, 150 000 OQTF qui sont délivrés par an. Ça vous donne le rapport. Donc là, le squatter, en ce moment, il est assigné à résidence dans cette maison. Il doit pointer à la gendarmerie et il a fait un recours contre son OQTF. Donc bref, il y a encore beaucoup de temps qui va se passer avant qu'il puisse partir. Et donc, pour les voisins, ça va être encore difficile. Un individu crache au visage d'un policier après avoir tenté de voler une voiture. C'est incroyable, Gilles. Il a 24 ans. Il est déjà connu des services de police pour un vol aggravé. Donc, ça se passe à Villeurbanne, vers 21h45. Et la police est appelée pour une tentative de vol dans un véhicule qui est garé. À ce moment-là, les policiers arrivent. Et puis, au bout de quelques minutes, ils finissent par interpeller un homme qui a le visage en sang. Est-ce qu'il s'est battu avant? Il paraît alcoolisé. L'homme est emmené à l'hôpital, puis après, il ira en garde à vue, évidemment, au commissariat de Villeurbanne. Il refuse de décliner son identité et il a craché sur les policiers au moment de l'interpellation. Voilà. Donc, récidiviste, il crache sur les policiers. Il y avait déjà une fiche de recherche pour ce vol aggravé, mais il était en liberté. Encore une fiche de recherche qui n'avait pas donné lieu à interpellation.
Voilà. Incroyable, encore. Ça, c'est fou. Un rodéo urbain, un cycliste entre la vie et la mort après avoir été fauché par une moto en roue arrière. Ça s'est passé à Marseille. Exactement. Ça s'est passé à Marseille, donc on a l'impression de revivre un petit peu l'affaire Camilla, même si c'est pas un enfant, c'est un cycliste donc, qui a été renversé par une moto. Une roue arrière. Voilà, il a été blessé au niveau de la tête. La victime a été transportée à l'hôpital. C'est ça. C'était dans le 10e arrondissement de Marseille. Il est entre la vie et la mort. Merci. Justement, Sacha Elbaz, on va revenir sur votre affaire, puisqu'il y a énormément d'infos sur le cambriolage qui a touché Sacha Elbaz. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de révélations qu'on ne pouvait pas vous faire avant, pendant la semaine. Il y a eu beaucoup de révélations qui sont sorties. On va rappeler les faits à Maury Bucco ou Gilles. Et Sacha, on aimerait savoir ce qui s'est passé. Vous allez nous dire, vous, il s'est passé, vous êtes fait cambrioler, mais ça va un petit peu plus loin parce qu'on a des infos qui sont arrivées et qu'on ne pouvait pas vous donner tout de suite. Donc, Sacha. Donc, c'était lundi. J'apprends que mon domicile s'est fait cambrioler, donc je m'y rends. C'était lundi matin. Alors, les faits ont eu lieu lundi matin. Moi, je découvre ça lundi soir pendant l'émission. Oui. Mon appartement saccagé, pas qu'un petit cambriolage. C'est-à-dire que tous mes meubles, donc là c'est ma chambre, mon placard a été complètement désossé. Alors j'ai pas pu vous mettre toutes les photos parce que évidemment il y a des choses qu'on peut pas mettre encore, mais vous voyez que l'appartement était complètement déglingué, la chambre, le salon, la salle de bain, ils ont sorti tous les produits retournés de fond en comble. Donc ils sont passés par le volet roulant que vous voyez sur une des photos, parce que je suis en rez-de-chaussée, j'ai une terrasse, ils ont cassé le volet roulant, ils ont mis un gros coup de pied dans la porte-fenêtre, ont réussi à pénétrer dans mon logement, ont tout renversé, ont volé plein de choses. Ça s'est passé très rapidement parce que je ne peux pas tout dire, mais voilà, il y a eu, on a des images et du début à la fin, ça a duré 6 minutes. Donc ils ont dû rester à peu près 4 minutes dans l'appartement. Ils ont tout dévalisé. Alors, moi, ce qui m'embête le plus en réalité, parce que on va dire c'est que du matériel, etc. C'est mon chien. Ouais. C'est mon chien. Vous avez une photo. Comment on peut faire du mal à cette pauvre bête? Ils sont arrivés, ils lui ont mis un coup de pied parce que je pense, parce qu'il boitait, le pauvre. Il boitait, et sa patte faisait un bruit sourd. Vous l'avez amené alors le chien à l'hôpital finalement? Donc il est allé cet après-midi à la clinique vétérinaire. Bon, c'est embêtant parce qu'on se dit qu'on est plus chez soi, on a le sentiment d'être violé dans son intimité. Les éléments qu'on a eus, c'est qu'il y aurait 3 ou 4 individus qui seraient arrivés avec des grosses motos. Enfin, des grosses scooters, oui. Ouais, des grosses motos, même des grosses motos qui sont arrivées dans mon parking, pas au moins 1, mais au moins 2, là où je me gare moi. Donc ça veut dire que j'ai été repéré, suivi, tracé. D'accord. On voit que c'était pas des petits rigolos parce qu'ils étaient casqués, gantés, avec des combinaisons, des sacs en bandoulière. On voyait qu'ils étaient équipés, donc ils savaient là où ils allaient. Ils sont passés par la porte des escaliers du parking dont la sortie donne juste à côté de ma terrasse. Donc ils savaient quel appartement ils allaient taper, c'était pas un hasard. Et je peux pas donner tous les éléments de l'enquête, mais il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que TPMP est sous surveillance par ce genre d'individus. La télévision, globalement, les personnalités de la télévision sont menacées. Pourquoi ? Parce que ils remarquent à la télévision si quelqu'un a une belle montre, si quelqu'un a un beau collier, etc. C'est arrivé à une journaliste d'être suivie dans son parking et d'avoir été agressée. Là, en gros, ils savaient. Et l'élément factuel qui me permet de dire ça, c'est que le cambriolage a eu lieu à la minute où je suis arrivé dans vos locaux, Cyril, à H2O Productions, là où je travaille tous les jours. Donc, les policiers estiment qu'il y avait quelqu'un de leur équipe qui m'attendait en bas du travail pour pouvoir donner le go d'attaquer mon appartement à ce moment-là. Voilà, que je ne puisse pas revenir chez moi parce que j'ai oublié mon ordinateur ou quelque chose comme ça. Donc, il y a eu ça. Voilà. Alors, ils avaient quoi sur eux? Ils comptaient, est-ce qu'ils comptaient en découdre ou bien pas du tout? Est-ce que vous pensez qu'ils savaient que vous n'étiez pas là, donc il n'y avait pas de risque de Alors, c'est pas moi qui le pense, c'est les enquêteurs qui, après avoir visionné les vidéos de caméras de surveillance, estiment que leur détermination était telle que peu importe s'il y avait quelqu'un dans l'appartement, peu importe si j'étais au 6e étage sans ascenseur, l'histoire de la terrasse en fait ne compte pas. Ils étaient déterminés à venir attaquer
mon appartement. Ils pensaient trouver une somme d'argent, des bijoux. Ils ont pris des trucs, évidemment, ils ont pris plein de trucs. Mais bon, je suis pas millionnaire. J'ai lu ici ou là que j'avais révélé la fortune, pas du tout. Je suis peut-être le seul chroniqueur à découvert ici. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'émission, Cyril, j'avais parlé d'un gain au casino il y a quelques années et que je ne savais pas quoi faire de l'espèce. Donc en entendant ça, à mon avis, ils se sont dit, ce petit jeune, il doit avoir des sous à la maison, il doit avoir des objets de luxe, etc. Bon, ils sont arrivés, ils ont tout retourné. Ils ont vu que finalement, le train de vie était un train de vie assez lambda. Et bon, ils ont quand même pris des choses, voilà, des montres, des bijoux, des vêtements, des trucs de valeur sentimentale, pas forcément de valeur pécuniaire. C'est ça qui est le plus embêtant. Mais je crois que ces mecs-là ne comprennent rien et ils n'ont pas d'émotion. Parce que quand on peut voler des trucs qui appartiennent à la famille, des gens qui sont plus forcément là, ça peut faire de la peine. Quand on tape un chien, ça peut faire de la peine. Mais ça, visiblement, ils s'en foutent complètement. Comment il va le chien là? Le chien... Il était traumatisé. Ouais, par exemple, quand j'ai pris ma douche hier soir, il se colle à la paroi de la douche, quoi. Dès qu'il entend un bruit, il est paniqué, il regarde partout par la fenêtre. Comme ils sont arrivés casqués, que moi-même je roule en deux roues, au début je pense qu'il a dû penser que c'était moi. Mais quand il voit 3 ou 4 individus saccager l'appartement, etc., à mon avis, il a dû être traumatisé. Quand je suis rentré, il avait une forte odeur d'urine, donc à mon avis, il a dû se faire pipi dessus, le pauvre. Donc voilà, en vrai, c'est ça qui m'embête le plus. Et de savoir que chez soi, on n'est pas en sécurité, de se dire que finalement, quand on rentre à minuit, on peut se faire attendre par 3 mecs qui ont des serflex et qui peuvent t'attacher au radiateur et te séquestrer. Donc c'est pas très rassurant. J'ai pas d'informations précises là-dessus. Je sais qu'ils sont arrivés et qu'ils avaient des choses sur eux. Donc on le voit, ils sont équipés. Et la détermination, c'est ça, parce qu'on voit que c'est très précis. Ils arrivent dans mon parking, ils se garent à une place précise. On voit que c'est minuté, secondé, qu'ils ont limite répété leur truc. Ils profitent que la porte du parking soit ouverte pour rentrer. On les voit avec un pas élancé arriver dans mon appartement. Donc tous ces éléments-là font que on sait que c'était pas un cambriolage. C'est malheureux parce qu'il y a des millions de Français qui sont cambriolés. Je crois que c'est toutes les 3 minutes un cambriolage. Donc je suis un Français comme les autres. Mais là, on voit quand même qu'il y a une préparation, une détermination. Aujourd'hui, on en est où d'enquête sans en dire plus? Mais est-ce qu'on a appréhendé les suspects ou pas du tout? Je peux pas trop vous en dire pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été convoqué à la police judiciaire parce que lorsqu'il y a soit un gros butin, soit une personnalité publique, alors je savais pas que je rentrais dans une des deux cases, mais en réalité, c'est vrai que TPMP est très suivi. Il y a, comme vous le dites, il y a 4 à 6 millions de personnes qui passent dans l'émission chaque soir. Donc, en réalité, on devient quand même des personnalités publiques. Donc, l'enquête, elle a été confiée à la police judiciaire de Cergy. Donc, j'ai été convoqué là-bas pendant 3 heures où j'ai dû tout expliquer. Ils m'ont donné quelques informations. Ils m'ont dit que voilà, ils essayaient de tirer des fils, qu'ils avaient des informations, etc. Je peux vous dire que voilà, il y a eu des perquisitions. Il y a eu des perquisitions. Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, mais il y en a eu. Donc, ils essayent de tirer des fils, ils essayent de retrouver. C'est sûr que la médiatisation du truc n'aide pas. Parce que quand ils regardent la télé, ils voient qu'on en parle, évidemment, ils essayent de se cacher, de se camoufler, etc. Donc c'est pour ça que je ne peux pas tout vous dire ce soir, mais en tout cas, les enquêteurs sont dessus et j'espère qu'ils arriveront à les retrouver. Mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les policiers m'ont dit, mais même si on les attrape, qu'est-ce qu'on va leur faire? Ils vont sortir au bout d'1 heure. Votre butin, vous pouvez... Ce qui vous ont volé, vos bijoux, vos montres, vos vêtements, vos trucs de valeur sentimentale, ça a déjà été liquidé, ça a déjà été revendu, ça a déjà été fondu quand c'est des matières précieuses. Donc en réalité, votre butin, vous ne le retrouverez pas. Et si on retrouve les mecs, ils vont sortir au bout d'1 heure ou au bout de 2 heures. Donc on dit on fait tout pour les retrouver, mais on sait que derrière, ça ne suivra pas. Donc, et donc là, c'est sûr qu'ils ne vont rien avoir, quoi. Gilles Vernet, j'espère, Cyril, j'espère. Ils risquent quoi? Rien. Non, ils auront, si jamais on les retrouve, Cyril, non, mais... c'est ce qu'ils leur ont dit. Ils auront quoi? Si jamais on les retrouve, si c'est des malfaiteurs chevronnés en plus, ils iront en prison. Mais déjà, ça dépend. Il faut savoir qu'une peine, ça dépend du profil des personnes. C'est individualiser une peine. Donc déjà, est-ce que c'est des récidivistes? Et qu'est-ce qu'on va avoir comme preuve contre eux? C'est ça la question aussi. C'est que si les policiers de la PJ font bien leur enquête, à ce moment-là, quand ils vont passer devant la justice, ce sera ficelé et eux vont probablement tenter de nier ou minimiser leur implication. Mais ce qu'il faut, c'est que les policiers aient le maximum d'éléments pour que leur culpabilité ne fasse pas de doute, que les juges puissent sereinement les condamner. Et après, les condamnations, si c'est des gars, en général, c'est le cas, c'est des types qui ont des tâches longs comme le bras, des casiers judiciaires, et donc quand même, en général, ils ont du sursis sur leur tête, et il est possible qu'ils aillent en prison. Je ne peux pas trop vous en dire plus là-dessus, mais il y a un point qui est important, c'est que leur équipement,
leur manière de faire, leur manière de procéder prouve qu'il s'agit de grands professionnels. D'accord. Que ce sont des gens qui sont habitués à faire ça, soit ont été commandités ou pas. Là, je ne vais pas dire des choses que je ne maîtrise pas, mais en tous les cas, ce sont des gens qui sont préparés. C'est pas quelqu'un qui se dit oh, tiens, lui, il habite là, je vais aller voir s'il a des bijoux. Ils sont préparés, c'est professionnel. Compte tenu de leur tenue, de leur manière d'être, leur détermination, leur préparation, leur suivi, le timing. Comme vous expliquez que dès que j'arrive à H2O Production au bureau, pile à la même minute quasiment, mon appartement se fait cambrioler. Ouais. C'est qu'il y a des go, c'est qu'il y a eu une filature, c'est que voilà, et c'est ça qui est plus embêtant parce que même pas que pour moi je m'en fiche, mais bon, pour ma copine, pour mon chien, pour mes proches. Imaginez si ma mère était là ce jour-là, imaginez si ma copine était en télétravail, je sais pas. Vous imaginez l'angoisse que vous avez. Encore moi, si ça m'arrive à moi, je vais pas faire le cow-boy. Vous allez déménager ou pas? Je pense, ouais. Vous pensez, ouais. Je pense, en tout cas, les policiers me l'ont conseillé. Certains disent qu'ils ne tapent pas 2 fois au même endroit. Certains disent qu'au contraire, si, les risques sont multipliés. Mais là, c'est vrai que, comme disait, je ne sais plus si c'était Amaury ou Michel cette semaine dans l'émission, bon, l'adresse est connue de tous les malfaiteurs. Ouais. Donc, en réalité, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vais pas les accueillir pour faire un Uno, quoi. Donc, globalement, je pense que je vais devoir partir. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, spectacle sur C8, c'est Paul Mirabel. C'est parti.